Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc à ce quatrième webinaire de la semaine Chine, donc qui a débuté mardi et qui se termine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème c'est la bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès. Et c'est Geoffrey Bonnel qui va nous présenter le marché agroalimentaire chinois. Donc bonjour Geoffrey. Bonjour à tous. Et merci d'être là aujourd'hui et de nous présenter votre présentation sur ce marché. Donc, Geoffrey est chef du pôle conseil Altios Chine et Altios Chine est un prestataire agréé de chez BCI depuis 3 ans. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation comme d'habitude du webinaire et ensuite de BCI. Donc, c'est un webinaire qui est interactif. Donc, je vous invite à envoyer vos questions, à les écrire via le chat questions-réponses tout au long du webinaire. Je les lirai à Geoffrey pour qu'il puisse y répondre en direct. Si jamais votre question est trop spécifique, n'hésitez pas à me le dire également via le chat et j'activerai votre micro individuellement pour que vous puissiez la poser en direct. Et je vous invite vraiment à poser vos questions pour que ce soit interactif. Concernant la prise de notes, le webinaire est enregistré. Donc, vous aurez à la suite du webinaire, j'essaie de le faire rapidement, donc je pense la semaine prochaine, vous aurez le webinaire en PDF qui sera disponible via notre plateforme BCI Info. Et ensuite, après le montage, vous aurez la vidéo disponible également sur BCI Info. Dès que ces documents sont en ligne sur BCI Info, je vous en informerai par mail. Et dernier point sur ce webinaire, à la fin du webinaire, il y a un petit questionnaire de 12 questions. Ça prend vraiment quelques minutes. Je vous invite vraiment à prendre ces quelques minutes et à répondre à ces questions. C'est important pour qu'on puisse avoir vos impressions suite à la présentation, nous, mais également l'intervenant qui a préparé la présentation. Donc, je vous remercie d'avance de prendre ces quelques minutes pour y répondre. On va passer à la présentation de Bretagne Commerce International. Alors, c'est une vidéo qui dure quelques minutes et qui présente donc tous les services de Bretagne Commerce International à disposition pour les entreprises bretonnes. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI réparties sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information.
Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Donc, merci de votre attention. Dernier point avant de rentrer dans la présentation, il s'agit de BCI Info. Donc, je vous en parlais tout à l'heure et dans la vidéo également. Donc, c'est une plateforme d'information qui est disponible via le site de Bretagne Commerce International. Et je vous invite vraiment à y aller puisque sur cette plateforme, vous avez des informations marchés, donc des informations à jour sur les marchés sur lesquels vous souhaitez prospecter ou sur lesquels vous êtes déjà implanté. Vous avez également de la veille réglementaire, des dossiers thématiques pour faciliter votre recherche, des conseils, etc. Et je vous invite vraiment à aller voir cette plateforme. Également, je vous invite à aller voir la page de l'agenda sur le site de Bretagne Commerce International avec les salons émissions qui ont lieu dans les prochains mois, les prochaines réunions d'information qui ont lieu, certaines en présentiel, et également les prochains webinaires. Donc je vous invite à aller voir cette page agenda et dernier point, à noter, les 2 dates. Donc du 16 février, c'est la réunion adhérents, la réunion, qu'organise BCI, réservée aux entreprises adhérentes de BCI, qui a lieu le 16 février prochain. Donc il y aura une intervention de TAC Economics et du Crédit Mutuel d'Arkea. Le thème, ce sera, l'année 2021, pardon, l'année du rebond. Donc 16 février, et le 5 juillet 2021, ce sera l'Open de l'international qui aura lieu en ligne, comme l'année dernière, puisque les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d'organiser un événement en présentiel. Donc voilà, le 5 juillet 2021, Open de l'international. Je vous laisse la parole, Geoffrey, pour entrer dans le vif du sujet sur le marché de l'agroalimentaire en Chine. Merci à vous Marina et bonjour à tous. Donc pour justement ce sujet, comme vous avez pu voir, nous l'avons intitulé La bataille pour le marché chinois. Pourquoi la bataille? Parce qu'aujourd'hui justement il y a de plus en plus une forte concurrence étrangère où de nombreux acteurs essaient de batailler, de réussir sur le marché chinois malgré les difficultés afin de profiter des fortes croissances de ce dernier. Donc, vous allez pouvoir le voir sur la slide d'introduction qui va s'afficher, l'évolution de l'agroalimentaire en Chine sur le niveau des importations est très impressionnante. Si nous comparons le volume d'importation en août 2019 par rapport à août 2020, alors que sur août 2020, on est encore en Europe très fortement impacté par le coronavirus. Si on compare ces 2 mois-là, on voit que sur le sorgho, nous avons une augmentation de pratiquement de 500%, le blé de 137%, le porc de 134% et le maïs de 50%. La Chine importe toujours énormément et de plus en plus de biens agroalimentaires étrangers, en sachant que sur la croissance du pays en 2020, toute industrie confondue, là on parle vraiment de la croissance générale du pays, on est sur un taux positif de 2 plus 1%. Alors pour la Chine, c'est très bas, mais ça reste un pays qui a une économie qui continue à grandir malgré l'impact du coronavirus. Ça montre la résilience de ce marché
Et justement, pourquoi cette bataille s'engage? Parce que c'est l'un des rares pôles ou l'un des rares marchés où encore les entreprises étrangères espèrent pouvoir générer des bénéfices et de la croissance. Donc justement, là, on va vous afficher un petit peu les grandes lignes que nous allons évoquer. Donc, on va commencer par un état des lieux du marché des grandes tendances pour vraiment, on va dire, aligner la compréhension de tout le monde. Peut-être que nous supposons que certaines personnes sont déjà particulièrement au courant de la Chine, mais d'autres peut-être au moins. On va ensuite évoquer aussi le sujet des nouveaux détaillants. Où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend les produits de l'agroalimentaire en Chine, où est-ce que ça se consomme. Ensuite, les facteurs clés du succès, particulièrement le cas de sociétés étrangères qui ont réussi en Chine. Et par quels moyens. Et finalement, le support actif auprès des distributeurs et les adhérents. Alors, très rapidement, avant de commencer cet état des lieux, pour vous montrer une carte de la Chine, souvent, je vais aborder durant cette introduction le terme de ville de rang 1 ou de rang 2 ou de rang 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ville de rang 1, ce sont les villes les plus grandes de Chine, les plus riches, où la majorité de la consommation des produits importés se fait. Dans ces grandes villes, nous allons retrouver Pékin, Shanghai, Shenzhen et Canton, qui sont illustrés justement sur cette carte. Ce sont les principaux pôles de consommation de produits étrangers. Cependant, les villes de rang 2, qui sont des villes plus petites, alors attention quand on entend plus petit. Shanghai, rien que Shanghai, la superficie de la métropole de Shanghai, c'est le département des Hautes-Garonne. Mais les Hautes-Garonne, c'est 1,2 million d'habitants. Shanghai, c'est 25 millions d'habitants. Donc, pour voilà, resituer un petit peu ce qu'on entend par une ville de rang 1 en Chine. Une ville de rang 2, on parle de 10 millions d'habitants, 9 millions. Donc, on va rentrer sur ce niveau de ville et petit à petit, on a du rang 3, 4, etc. Donc, les villes de rang 2, 3 sont des pôles très dynamiques où ces gens essaient de rattraper la consommation des villes de rang 1 et consomment de plus en plus des produits importés, justement. Donc, aujourd'hui, le marché de l'agroalimentaire chinois est le premier au niveau mondial, tout simplement. Aujourd'hui, il écrase la concurrence, ils importent beaucoup. Et c'est aussi encore le premier poste de dépense des foyers chinois. L'alimentation reste importante, en sachant que la Chine est un pays très vaste, avec des niveaux de richesse très importants, ce qui explique justement que le poste de dépense soit le premier. Forcément, cela ne sera pas le cas dans les grandes villes où le logement, d'autres choses auront pris le pas, mais on reste sur un poste quand même très, très important et qui croît. Les gens dépensent plus maintenant dans les produits alimentaires. Et ça, par contre, c'est énormément stimulé par les grandes villes. Donc, le statut du marché chinois aujourd'hui, certes, la Chine produit énormément de produits agroalimentaires, que ce soit des céréales, que ce soit de la viande, des produits de la mer, du lait. Mais la Chine reste un pays clairement importateur net. Elle exporte très peu et elle importe beaucoup parce qu'aujourd'hui, la seule production locale ne permet pas de répondre à tous les besoins de la population. Alors, pas forcément sur les besoins de base comme le riz, c'est sûr, où justement là-dessus, le marché est très très protégé. Et l'exportation de riz vers la Chine est très compliquée. Mais c'est par contre un marché qui va énormément importer, comme vous allez voir plus tard, de viande, de produits laitiers, de produits de la mer, qui manquent terriblement parce qu'ils n'en produisent pas assez, mais aussi à cause de la qualité de l'eau, qui par exemple sur les produits de la mer peut parfois présenter des problèmes de pollution, qui fait que l'importation reste encore aujourd'hui vitale. Donc justement, nous l'évoquons, sera en 2019 que nous avons comparé au sein d'Altios la totalité des importations chinoises. On est au-delà, on est pratiquement à 67%, un peu en dessous de 70%. Ce sont ces catégories présentes, les produits de la mer, la viande, les produits laitiers, les fruits et les céréales. Ceci représente pratiquement 70% des imports chinois. Tout ce qui va être huile végétale, alcool, etc. est derrière. Donc, il y a énormément d'acteurs étrangers, mais aussi locaux qui se mettent ici comme des clés d'entrée
qui vont établir justement des relations avec des acteurs étrangers pour assurer l'importation de ces denrées-là. En sachant qu'aujourd'hui, rien que sur les produits de la mer, on peut voir 1769 milliards de dollars. Ce sont des très, très gros montants aujourd'hui d'importation qui viennent du monde entier, d'Australie, d'Amérique du Nord, d'Europe. La Chine fait appel à beaucoup de zones géographiques pour se fournir justement dans ces produits-là. Donc, quand nous faisons un focus un peu sur justement la France, dans ce rôle-là, où se situe la France justement? Est-ce qu'aujourd'hui la France, quels sont les produits qu'elle exporte vers la Chine? Alors, on a essayé de regrouper un petit peu des principales catégories. Alors forcément, dans les produits transformés, nous allons dire le vin, forcément, prend une place très importante. Les liqueurs, quand on entend par liqueurs, ça sera tout ce qui va être les boissons à alcool distillées. Donc, qui vont passer par une distillerie, on est forcément sur deux très gros montants qui représentent pratiquement 39% et 29% pour les liqueurs. Il y a ensuite tout ce qui est céréales et lait, puis finalement les glaces et tout ce qui est glace alimentaire, donc les sorbets aussi sont inclus là-dedans, et finalement les bières. Donc, ceci représente des choses importantes. Les produits de la mer et carnés. Alors, j'ai mis dans une catégorie et vous allez voir les abats de porc, la viande de porc qui sont séparés, le petit lait et le lait concentré. Et là, vous allez me dire, très bien, et où sont les produits de la mer? Parce qu'on voit que la majorité, ce sont des produits carnés. Ils y sont présents. Et c'est ce que je vous mets en dessous, c'est que la France peut être très forte sur des niches. Quand on regarde la totalité des imports d'huîtres de la Chine, le premier marché d'origine est l'Europe, et la France occupe 58% des importations d'huîtres chinoises. Donc, quand on regarde les huîtres venant d'Europe, la France pèse 58% de part de marché avec un montant de 27 millions d'euros en 2018. C'est-à-dire que, certes, sur la totalité, tout ce que la France va envoyer en Chine, les huîtres et les produits de la mer sont peut-être pas importants, mais quand on va regarder du point de vue chinois, par contre, sur d'où viennent ces produits, il y a, voilà, sur certaines catégories, pas un monopole, mais très, très forte puissance de la France, devant les États-Unis, devant l'Amérique du Nord ou d'autres personnes. Sur les légumes et tout ce qui va être agriculture, alors on va trouver l'orge, on va trouver le blé, les pois, les semences aussi, pour l'agriculture qui sont très importants. Par contre, sur l'orge, on est dans une petite difficulté, c'est que l'importation d'orge a baissé en 2019. Il y a eu et en 2018, il y a eu un peu moins d'importation, ça a résorbé par rapport à 2019. Il y a eu une diminution. Donc maintenant qu'on a on va dire un panel un peu général, qu'on voit que les catégories de produits qui sont importés en Chine, on parle de la consommation. Parce qu'au final, comment on s'adapte et qu'est-ce que le consommateur final demande? Comment il évolue? Est-ce qu'il cherche du pas cher ou pas? Eh bien, ça change. Aujourd'hui, les consommateurs chinois augmentent en gamme. Pour des raisons qui seront évoquées un peu plus tard dans la présentation, ces derniers dépensent plus. Et les produits étrangers ont encore une excellente image de façon générale. Et les consommateurs chinois ont plus de moyens et acceptent de mettre plus de moyens dans la consommation de produits agroalimentaires de qualité. Ces derniers aussi, par contre, vont ne pas attendre seulement la qualité, mais d'autres éléments, que ce soit le marketing, que ce soit la différenciation, qui va les stimuler à l'achat. Ce sont des gens qui demandent de plus en plus de services, qui demandent de plus en plus de reconnaissance de marque, de valeur, etc. Ils sont beaucoup plus exigeants qu'avant. Et justement, c'est là où la bataille est difficile, parce que tout dépend de qui vous allez fournir en termes de marques. Si les marques sont très efficaces, elles vendront beaucoup, d'autres moins, car les Chinois n'attendent pas seulement la qualité du produit en lui-même, mais d'autres choses qui sont au-delà du produit, que ce soit l'image de marque qu'elle renvoie, etc. Alors, je m'excuse peut-être du décalage, parce que parfois, il y a un petit silence qui s'installe, mais j'attends que la slide s'affiche bien devant mon écran pour pouvoir justement commencer, parce que je ne sais pas si vous l'avez.
Alors, sur la consommation, il y a deux facteurs clés qui montrent justement, qui justifient cette augmentation de la montée de gamme. C'est que la population chinoise s'urbanise et vieillit. Donc, l'urbanisation fait forcément l'augmentation des revenus, mais aussi, on va dire, un impact plus direct à des produits importés. Forcément, de plus en plus de personnes viennent vers les grandes villes ou des rang 2. Ces derniers, en travaillant dans des industries qui payent mieux, augmentent leurs revenus, sont plus au contact d'étrangers, de sociétés étrangères, de produits étrangers. Le café, justement, a énormément réussi en Chine grâce à ça. Le café était une denrée pratiquement inconnue, réservée à une élite. Aujourd'hui, les villes de rang 1, vous avez un petit café installé pratiquement dans toutes les rues. Et on va vous faire déguster du café venant du Vietnam, du Kenya, de Colombie, etc. Donc, c'est aussi l'urbanisation pousse les Chinois à rencontrer des cultures différentes et à consommer différemment. Aussi, l'autre facteur est le vieillissement de la population. Les Chinois deviennent de plus en plus vieux. L'enfant unique a eu cet impact, la population a arrêté de croître, mais en même temps, elle a continué à vieillir. Le niveau de vie a augmenté, donc les gens vivent plus longtemps. Mais les gens veulent vieillir vieux, mais veulent vieillir bien. Et donc, les produits de santé, l'accompagnement justement avec la vieillesse deviennent aussi des facteurs de stimulation de la consommation. On va chercher à trouver des produits qui vont aider à cela. Donc, on a un caractère santé sur des compléments alimentaires, du lait ou d'autres éléments. Donc justement, vers une alimentation plus saine, comme on indique, les Chinois veulent consommer de plus en plus sain. Et ce qu'ils attendent aussi d'un point de vue de consommation étrangère, qu'on consomme des produits étrangers, on attend que ce produit étranger soit de meilleure qualité et soit sain. Donc c'est un prérequis, ce n'est pas un argument commercial en disant je suis étranger donc je suis sain. On va vous répondre mais oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous consomme, c'est la base. Mais justement, ce besoin en santé augmente, même si le terme santé reste très difficile à définir. Qu'est-ce qu'on entend par santé? Parce que ça peut être justifié d'un point de vue produit, mais par exemple, je peux vous donner comme référence, certaines boissons alcoolisées qui faisaient intégrer de la canneberge étaient considérées comme saines, parce qu'il y avait de la canneberge dedans, mais ça restait de l'alcool. On buvait de l'alcool. Donc, est-ce que c'est vraiment sain de dire je bois l'alcool, un cocktail, et donc je prends un aliment sain? Encore une fois, c'est comme si on vous disait les cigarettes mentholées, est-ce que c'est sain? Ça reste une cigarette, c'est pas parce que c'est mentholé que c'est sain. Donc là-dessus, le terme sain reste très flou à définir en Chine. Mais il y a cette attente, en tout cas, il y a une vraie tendance à manger moins sucré, et surtout boire moins sucré et moins gras, même si les fast-foods en Chine marchent très bien. Il y a de plus en plus une réflexion autour de magasins de salades, de produits de graines fermentées qui commencent à arriver, d'ingrédients frais aussi, qui sont bel et bien appréciés. Donc, quand on regarde justement les profils des consommateurs aujourd'hui, donc la majorité, enfin pas tout à fait justement, un peu en dessous des 50% des personnes ont un revenu supérieur à 957 € mensuels. Donc ces gens-là ont cette capacité à acheter des produits de plus en plus de qualité. Si vous regardez aussi, alors vous allez me dire, c'est une moyenne, et forcément une moyenne en Chine. Comme je vous l'ai expliqué, si vous habitez à Shanghai et que vous êtes dans une société, vous travaillez en tant que manager dans une société étrangère, forcément vous aurez un revenu beaucoup plus élevé que M. Wang qui habite dans Sichuan et qui est peut-être agriculteur. Vous avez l'écart de revenus est absolument incroyable en Chine. Et donc, c'est derrière ces moyens, comprenez bien que quand vous voyez qu'au-delà d'un revenu de 2 393 €, vous avez l'impression que c'est petit, mais peut-être qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui se cachent derrière cette petite catégorie-là. Et surtout, c'est que ces gens-là sont concentrés dans les grandes villes, encore une fois. C'est là où la richesse se fait. Ensuite, vous avez aussi la nature des gens. C'est beaucoup de couples mariés, avec ou sans enfants, mais avec enfants de façon majoritaire. Alors, pourquoi les couples mariés avec enfants consomment plus de produits étrangers que
les couples sans enfants, voire les célibataires, et tout simplement parce que le consommateur final n'est pas tellement les parents, mais ce sont les enfants. Parce qu'on veut justement donner à l'enfant un accès à la consommation avec du lait maternel importé, avec des produits de qualité. Donc forcément, on va mettre plus d'argent là-dedans qu'un célibataire qui, lui, justement, étant aussi plus jeune, va peut-être moins faire attention à son santé. Une fois qu'on se marie, qu'on a des enfants, on a des responsabilités, on a des prêts, et on n'a pas envie de tomber malade, et on n'a pas envie que l'enfant ait une alimentation non saine. Donc, on s'améliore. Et c'est ce qui nous amène justement aux motivations d'achat. Quand on regarde les 6 principaux critères de motivation d'achat d'un aliment agroalimentaire importé, la sécurité alimentaire, clairement, est citée très nombreuses fois, jusqu'à 62%. On attend, justement, après tous les scandales qui ont eu lieu en Chine, le produit étranger vu comme étant beaucoup plus sécurisant. Sa qualité, par qualité, on n'entend pas forcément... c'est un peu flou pour vous dire qu'est-ce qu'on entend par aliment de qualité. Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est du goût? Non, c'est plutôt son origine, justement. De dire on a un saumon fumé venant d'Écosse, son origine, justement, on attend que c'est de la qualité. Parce que c'est là où c'est de là que c'est censé venir. Le vin de Bordeaux est censé venir de Bordeaux, parce que Bordeaux est très connu pour ça. L'aspect nutritionnel, santé, justement, voire organique, dans certains cas, même si on nous verra à la toute fin de cette présentation, le problème du flou des certifications organiques. La crédibilité de la marque, et ça s'adresse vraiment aux gens qui ont une marque, qui ne vendent pas juste seulement un produit, mais qui veulent arriver avec un produit fini sur le marché chinois. La reconnaissance de cette marque, de cette réputation, va être quelque chose qui va vraiment, vraiment faire décoller les ventes. Si vous venez avec une marque en Chine, il sera vital de la faire connaître pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Le goût et finalement le prix. Parce que certes, les Chinois acceptent de dépenser de plus en plus, mais les Chinois sont des commerçants. Ils négocient tout le temps et ils cherchent toujours à trouver le bon rapport qualité-prix. Ils veulent en avoir pour leur argent. Et ils sont prudents quand ils vont comparer justement l'offre, de voir quelle est l'offre qui semble la plus pertinente. Ils ne vont pas aveuglément acheter un produit étranger. Ils vont comparer des produits étrangers et au final acheter celui qu'ils estiment qui a le meilleur rapport qualité-prix, parce que la marque est plus connue, parce que les arguments nutritifs et de santé sont mieux exposés et donc ils risquent plus souvent de l'acheter. Juste une question, Geoffrey, avant de passer à la slide d'après. Est-ce que l'ordre dans ces 6 points-là a été modifié dernièrement ou c'est stable et c'est toujours plus ou moins la même chose? Plus ou moins la même chose. C'est relativement stable là-dessus. La sécurité alimentaire reste très devant, etc. Goût, prix, plus ou moins sur le même niveau. Mais il faut bien comprendre que le prix, certes, ils acceptent que ce soit plus cher, mais il ne faut pas que ce soit hors de prix. Donc, il y aura quand même toujours une pression sur le prix. D'accord. Alors, une petite slide pour vous expliquer aussi les goûts et les préférences locales. Parce que, nous le verrons encore une fois dans cette présentation, il faut savoir s'adapter au goût des Chinois et qui évolue par région. Les Chinois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est ne sont pas les mêmes. Ils consomment différemment. Sur la carte qui est présentée à votre gauche, vous voyez que tout ce qui est l'ouest de la Chine en rouge, ce sont les zones où vous allez manger fortement épicé. Et quand j'entends épicé, j'entends le piment, donc, ou le poivre, donc le la et le ma, que les Chinois apprécient, qui sont deux goûts très prononcés dans tout ce qui est poivre et piment. Les régions de l'Est, Shanghai, voire le Guangdong, etc., ne mangent absolument pas épicé, ils ne sont pas habitués, donc pousser des produits épicés là-bas ne marchera jamais. Mais justement, pousser des produits non épicés dans les régions épicées, voilà, votre saumon fumé, comme je dirais, risque de jour de se retrouver dans le Sichuan avec une dose de piment par-dessus, parce qu'ils vont le trouver sans goût, sinon ils fadent. Inversement, la carte de droite vous montre où est-ce qu'on va manger plutôt sucré. Shanghai est connu pour manger sucré. La nourriture shanghaïenne est à la base plus sucrée que d'autres régions de Chine. Le nord, l'ouest, le centre de la Chine mangent très peu sucré. Le sud aussi, dans le Guangdong. Alors, le Guangdong, comme vous pouvez pouvoir, est un peu en rose, dans le sud. Cette région-là est aussi très disparate. Le nord de la province mange sucré, mais vous allez dans la ville spécifiquement de Canton, vous ne mangerez pas sucré.
Les gens ne supportent pas le sucré, ils n'aiment pas le sel, ils n'aiment pas le sucre, ils n'aiment pas le poivre, ils n'aiment pas le vinaigre. Ils sont connus pour avoir une nourriture relativement fade et pour manger des choses comme du grumeau de riz sans sel. Et ça, c'est ça. Donc, ils ont l'habitude, ils sont très sensibles au goût prononcé aux épices. Donc là encore, c'est petit à petit la connaissance que vous aurez du marché chinois va vous permettre, à travers une collaboration avec des partenaires, d'adapter, voire de recommander la consommation de votre produit de façon différente. Le sud de la Chine, votre foie gras, il va finir dans la soupe. Il ne sera pas mangé en tranches ou grillé. Parce qu'en sud, à Guangdong, on mange en soupe, par exemple. Et ça, forcément, ça sera consommé de cette manière-là. Alors que Shanghai, pas du tout. Là, on pourra beaucoup plus facilement arriver à le faire déguster d'une façon en tranche, sur du pain ou d'autres manières, mais pas forcément dans le sud de la Chine. Généralement, c'est dans la soupe. Donc là, on va finir petit à petit de discuter cette introduction assez générale du marché, mais on voulait évoquer avant cela l'impact du Covid-19. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Chine à cause du Covid-19? Donc, il y a eu en fait un impact surtout sur les canaux de vente. La consommation a continué, mais à cause de la réputation du Covid dans les halles, les marchés de frais qui se fait comme on a en France, il y a eu une chute drastique de la consommation dans ces endroits-là. Et ça a surtout été les supermarchés et la vente en ligne qui ont repris le relais, qui ont su, grâce à la chaîne du froid, grâce à différents arguments, aussi de livraison, de facilité de livraison des familles qui étaient isolées ou qui étaient justement confinées, qu'ils ont pu réussir. J'évoque aussi le terme de dépanneur. Alors, dépanneur, si vous connaissez les Québécois, ce sont les petites supérettes ou les petites boutiques que vous allez trouver où vous avez de tout dedans. Vous aurez de l'alimentaire, vous aurez tout ce qui va être produit dentifrice, serviettes hygiéniques, cure-dents, enfin je ne sais pas, tous les petits produits du quotidien que vous pouvez acheter, voire des petites bouteilles d'eau à l'unité, voilà, que vous allez prendre pour boire, un coca, etc., que vous allez retrouver. Alors il y a des chaînes qui existent en Chine qui sont très importantes, qu'on retrouve généralement dans le monde anglo-saxon et qui sont présentes en Chine. Et qui sont aussi un fort concurrent de plus en plus des supermarchés. Parce que les gens, voilà, quand ils vont consommer de l'eau, ils oublient qu'ils en ont acheté, ils vont au dépanneur pour acheter une bouteille et revenir à la maison. La vente en ligne s'est accélérée et forcément les synergies vente en ligne et hors ligne se sont créées. Sur les produits, ça sera la méfiance. Il y a de plus en plus de méfiance par contre actuellement parce qu'il y avait eu des cas de détection du virus sur des paquets. Même si maintenant le message officiel est vous ne tomberez pas malade parce que le paquet avait un virus sur le paquet. Mais par contre, ça, dans la réalité aujourd'hui, il y a toujours un impact, ils ont peur. Il y a eu énormément de gouvernements locaux zélés, voire zélateurs, qui ont voulu vraiment mettre en place des systèmes de protection au cas où. Aujourd'hui, beaucoup de paquets sont testés. Par exemple, tout ce qui est produit de la mer, il est recommandé d'envoyer 2 paquets au minimum, parce que l'un des paquets va être saisi pour analyse sur justement tout ce qui va être Covid-19, etc., en arrivant en Chine. Donc, il y a des éléments supplémentaires qui sont rajoutés. Et récemment, la volaille française est interdite en Chine à cause de tout ce qui s'est passé sur des abattages dus à de la grippe aviaire. La Chine n'a pas voulu prendre de risques. Ils ont tout simplement mis en embargo pour l'instant sur la volaille étrangère, enfin la volaille française, malheureusement. Maintenant, évoquons rapidement le porc sur la peste porcine africaine qui a eu lieu, qui a énormément impacté la Chine. Donc aujourd'hui, ça a été pour la Chine un désastre. Il y a eu énormément de pertes de cheptel. Il y a eu une augmentation des prix qui a pu monter jusqu'à plus 69%. C'est absolument énorme. Il y a eu des affrontements pratiquement dans les supermarchés où les gens se battaient pour acheter le dernier morceau de porc. À une certaine période 2019-2020. Et aujourd'hui, la Chine se focalise sur reconstituer son cheptel. Mais les plans qui devaient être mis en place ont été impactés malheureusement par le Covid-19.
Donc, où il y a eu ce décalage, où la grippe porcine est arrivée avant le Covid-19, et donc ils comptaient sur 2020 pour relancer les choses, mais le Covid-19 est venu et a tout ralenti, malheureusement. Et aujourd'hui, il y a cette problématique de petit à petit décaler la création du cheptel, sachant que le porc en Chine est extrêmement important. C'est la viande numéro 1 avec les volailles consommées. Vous retrouverez du porc partout. Vous retrouverez de la graisse de porc partout. On fait revenir les légumes dans la graisse de porc, généralement, parce que ça va donner un goût particulier, plutôt bon. Donc forcément, c'est pour eux un drame. Inaport, en décembre 2020, était toujours en négociation, par contre, avec le gouvernement chinois pour permettre une régionalisation des exportations de viande porcine, pour justement dire, pour éviter de considérer la France comme un seul pays, et que donc s'il devait y avoir une pandémie qui devait se lancer, imaginons, en Vendée, que la Bretagne, qu'une autre région ou un autre département ne soient pas impactés, justement, qu'on puisse dire non, considérons si la maladie est dans cette région ou pas. Et ça, c'est toujours en négociation, parce que pour l'instant, aujourd'hui, la Chine considère tous les porcs venant de France, et pas spécifiquement de quelle région de France ils viennent. Donc, si votre région est protégée, mais la région d'à côté a un problème, pour l'instant, actuellement, ils vont considérer que la France a un problème. Ils ne vont pas regarder la région. Donc, justement, Inaport est en train de se battre pour faire reconnaître la régionalisation. Pas de questions pour l'instant? Non, c'est ce que je regardais. Non, il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas si vous en avez, mais à juger. On continue. Donc, on va maintenant évoquer un peu les nouveaux détails, justement pour faire un peu le lien avec ce qu'on a évoqué sur l'impact du Covid-19 et les réseaux de distribution aussi derniers. Donc, cette carte que je vous montre aujourd'hui, c'est un petit peu le monde numérique en Chine aujourd'hui. Vous voyez que l'offre est pléthorique et majoritairement chinoise. Parce que pour des données de sensibilité, de données, de protection, les serveurs sont en Chine, les données doivent rester en Chine. Et donc, beaucoup d'applications se sont localisées ou se sont créées localement. Et autant vous dire, par rapport à l'Europe, ils sont très en avance sur nous, surtout dans la consommation de façon générale. Donc, pour évoquer aujourd'hui majoritairement, donc, quand on voit justement la consommation, alors traditionnellement, tout ce qui était produit alimentaire emballé, les biscuits, etc., voire la viande porcine ou le bœuf emballé vont se vendre en supermarché, clairement. C'est le numéro 1. Mais tout ce qui était produit frais, de façon générale, traditionnellement, eux, étaient plutôt vendus dans les halles. Les Chinois allaient généralement dans les petits marchés, acheter leur viande, acheter leur poisson, et aller plutôt dans les supermarchés acheter, on va dire, des biscuits ou certains aliments justement importés. Mais il y a un changement qui s'opère depuis le Covid-19. Aussi, ce que vous pouvez voir sur l'un de ces graphiques, le graphique de gauche, c'est justement tout en haut la place du commerce en ligne. Le commerce en ligne aujourd'hui augmente de plus en plus. On arrive jusqu'à 11% pour de la consommation de produits agroalimentaires. À droite, vous voyez les marchés, les halles restent majoritaires. Mais c'est en train de petit à petit changer. Les supermarchés prennent énormément d'importance et la vente en ligne aussi. Ils se font grignoter des deux côtés. C'est ce qui se passe. Je vois que nous avons une question alors, oui. sur le transfert du porc. Alors, aujourd'hui, est-ce que justement les gens, parce qu'ils ne peuvent pas consommer de porc, est-ce qu'ils vont consommer d'autres protéines? Est-ce qu'ils vont consommer d'autres aliments? Alors, oui et non. En fait, c'est que il y a eu certes une transition qui s'est faite, mais c'est plutôt faite vers, on va dire, déjà la volaille. Et la volaille plutôt poulet, parce que c'est quelque chose qui est assez connu, ou le canard. Ce sont des aliments qui sont généralement consommés. Donc, il y a eu un transfert là-dessus, étant donné que l'aliment n'était pas cher et il permettait, voilà, en termes de revenus, de faire une économie au quotidien. Ça a été vraiment la volaille qui a pu prendre un peu le relais. Donc, généralement, en Chine, les volailles, ça sera poulet, les oies et les canards. Ça, c'est vraiment le trio gagnant en Chine. Donc, tout le monde connaît le canard laqué. C'est un aliment qui est beaucoup mangé. Tout ce qui va être un peu plus d'Inde, etc., c'est vraiment
on va dire, plus rare en Chine. Et on va souvent le retrouver consommé, déjà traditionnellement, c'était dans des produits plus comme du poulet à la dinde, excuse-moi, du sandwich à la dinde. On allait retrouver justement du sandwich à la dinde, on allait plutôt retrouver justement dans ces manières, dans ces éléments-là. Ce que les Chinois parfois ont pu se plaindre par rapport à la dinde, c'était que c'était sec, par rapport où ils étaient moins habitués à le consommer. Aussi, c'est quid de comment adapter certains volailles à justement des façons de faire de consommation chinoise. Bon, je pense qu'on va continuer. Donc ici, on vous remontre une petite carte de la Chine qui vous permet de voir où se situent les principales grandes distributions. Et vous allez venir en Hongrie, il y a quand même beaucoup de régions qui ne sont pas là-dedans. Et justement, les régions en Hongrie, c'est là où il ne faut pas aller. Parce que ce sont des régions généralement plus pauvres où justement tout ce qui est de grande distribution va être moins bien implémenté. Donc on va retrouver le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie intérieure. Donc ça ne veut pas dire que ces endroits n'ont pas une vie économique, qu'ils n'ont pas du potentiel, mais ce sont des régions plus dures d'accès, surtout à des étrangers. Vous allez les retrouver sur la face est, plus justement les grandes régions, avec différents types de grandes et moyennes distributions, différentes marques qui se sont établies un peu partout. À l'origine, comment dire, vous aviez beaucoup de supermarchés étrangers. Vous avez Carrefour, Auchan, Walmart qui sont venus. C'est au courant des récentes évolutions. Auchan a vendu, Carrefour a aussi vendu, il a vendu à perte aujourd'hui, racheté par Sonix, justement parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à la consommation et à la volonté des consommateurs chinois. Ils n'ont pas été assez modernes, ils n'ont pas su s'adapter, et c'est à cause de ça que malheureusement ils ont perdu des parts de marché qui se sont fait de plus en plus concurrencer, en particulier par récemment un supermarché qui devient à la mode et que vous pouvez voir par à côté du logo de Carrefour, vous voyez un petit hippopotame qui est présenté, qui s'appelle Roma, qui est un acteur qui réussit très bien. Alors, je crois que nous avons de nouvelles questions. Oui, oui, il y a 2 questions, ouais. Alors, je vais les lire rapidement pour que les autres participants puissent s'entendre également. Vous parliez des données qui doivent être contenues en Chine, c'est-à-dire que si je souhaite lancer un site de e-commerce en Chine, la base de données et le site devront être hébergés en Chine. Alors, le e-commerce, très bonne chose. Très bonne question. En fait, le e-commerce, il y a deux façons pour une société étrangère d'en faire. Vous avez le e-commerce par des plateformes qu'on appelle internationales donc, et des plateformes nationales. Les plateformes nationales, c'est les fameux jd.com, Tmall, etc. Et toutes ces plateformes nationales ont créé une version internationale qui va s'appeler Tmall International, jd.com International. Vous pouvez, quand vous êtes une société étrangère, uniquement vous inscrire sur les plateformes internationales en tant que société étrangère. Et donc, à partir de là, vous n'avez pas de problème sur les données parce que vous êtes sur une plateforme internationale hébergée en international. Et la plateforme, à travers, alors, le commerce international coûte assez cher sur ces plateformes-là. On ne peut pas le faire sur toutes les gammes de produits, forcément. Mais elle va aussi vous proposer des options packaging pour le marketing, pour la logistique, pour répondre à toutes ces problématiques-là entre votre pays d'origine et la Chine. Ça, c'est une première solution pour vendre en ligne et vous n'aurez donc pas le problème d'enregistrement. L'autre, c'est si vous voulez être présent sur les plateformes nationales. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas seulement obligé d'avoir les serveurs en Chine, vous êtes obligé d'avoir une société en Chine. Vous devez créer la société en Chine. Oh, pardon, excusez-moi, allez-y, pardon. Par contre, le dernier point que je voulais héberger, c'était le site web. Alors, imaginons que vous voulez seulement faire la promotion de votre produit. Vous ne voulez pas vendre en ligne par vous-même. Vous avez trouvé un distributeur qui va assurer la vente en ligne, mais vous aimeriez faire un site web chinois. Alors, vous pouvez soit traduire votre site web simplement en chinois en France, mais si vous voulez le faire finir par machin.cn, donc chinois, il va falloir donc passer par une société de portage au minimum qui va vous aider à enregistrer cela en Chine. Et c'est vrai que là, c'est là où ça devient sensible sur la collection des données. Surtout si vous êtes dans le B2B, sur si vous voulez mettre, par exemple, un petit questionnaire en ligne, nom, prénom, donnez-moi votre entreprise, le nom de votre adresse mail, etc.
c'est là où parfois ça rentre dans une zone grise, et que ça peut parfois poser problème. Donc il y a tout un sujet là-dessus qu'il faut vraiment aborder au cas par cas. Je vous invite, Maxime, je vais vous envoyer le lien quand la présentation sera à jour, pardon, sur BCI Info. Hier, il y avait un webinaire sur le e-commerce chinois. Donc, je vous enverrai le lien dès que la présentation sera en ligne. Comme ça, vous aurez plus d'informations là-dessus. Et deuxième question, c'est qu'en est-il au niveau de la consommation de viande de bœuf et de leur autosuffisance? Pour mémoire, les importations de bovins vivants en provenance de France sont interdites depuis plus de 30 ans. Alors oui, alors aujourd'hui, justement, en termes de bovins, d'animaux, il relie beaucoup sur les marques, sur les espèces locales. Pendant très longtemps, les espèces bovines chinoises étaient des espèces mixtes, on va dire, qui pouvaient être autant servir dans les champs que pour l'alimentation viande ou alors les laits, mais ils ont développé par le passé justement de nouvelles espèces races mélangées avec les races françaises. Je pense par exemple à l'espèce Chusuen, qui est un mélange de Simmental, d'Holstein et d'une espèce locale qui s'appelle Xuanhan. Donc, c'est une nouvelle espèce, on va dire, race bovine pour le marché chinois qui s'est créé. Aujourd'hui, ça devient très compliqué encore de faire rentrer des animaux vivants sur le bœuf. Là, non. Par contre, c'est la viande. Ça, oui. La viande transformée, qui a été coupée, etc., oui. Mais par contre, sur l'animal vivant, là, aujourd'hui, ça reste problématique et pour les faire rentrer. Ok. Donc, ici, on évacue. Alors, un petit mot rapide, parce que je crois par le passé, vous avez eu déjà une conférence, en tout cas, abordé le sujet de la vente en ligne. Mais ce qu'on appelle les nouveaux détaillants, qui vont être, voilà, entre autres, la vente en ligne, qui ne fait qu'augmenter. Vous voyez, la taille du marché de ces entreprises-là en 2017, c'était 6 milliards de dollars, tout simplement. En 2020, c'est 145. Voilà la vitesse de la Chine. Ça se développe très vite. Et ce qu'on vous montre sur la droite, c'est les stratégies O2O, c'est-à-dire offline to online ou online to offline. C'est-à-dire les synergies entre la vente en ligne et la vente en magasin, justement, où l'un peut servir plutôt d'inspiration pour pousser la consommation vers le magasin en ligne, et inversement, le magasin en ligne, pousser les gens à venir vers le magasin en ligne pour expérimenter et tester la nourriture ou les différents aliments. Ça, il y a ce genre de synergie qui se crée de plus en plus, dont l'exemple même est Rema, qui est une société qui a été très très forte à mettre cela en place, et que d'ailleurs j'évoque dans la slide suivante. Donc justement, aujourd'hui, on voit que les étrangers, justement, les supermarchés étrangers, les GMS, n'en sont pas du tout préparés pour la vente en ligne. Et ils se sont fait expulser du marché très vite. Malheureusement, ça a été le vent a tourné et ils ont eu énormément de mal à s'habituer. Et je ne parle pas que de Carrefour ou d'Auchan. On parle de Tesco, on parle de Metro. Ça a été, il y a eu vraiment une succession de ventes sur le marché chinois, alors que des acteurs très puissants se sont développés localement. Par exemple, j'ai évoqué le cas de Suning avec Carrefour. Suning, à la base, c'est l'équivalent de Darty. Ce sont des gens dans l'électroménager. Dans les ordinateurs, ça va être aussi dans tout ce qui est machine de vaisselle, machine à laver et tout, et qui ont vraiment voulu développer le parti alimentation, et donc c'est pour ça qu'ils sont allés voir Carrefour. Comme ça, ils pouvaient être le champion partout de la vente. J'évoque aussi ici qu'on va pouvoir le cas de Rema. Alors Rema, c'est une application et un magasin. Ils ont des boutiques un peu partout en Chine, des petits supermarchés où vous allez pouvoir trouver différents produits, importés ou non, comme un supermarché traditionnel. Et ce que vous allez voir quand vous allez rentrer dans le supermarché, ce sont des grues un peu partout, parce qu'il y a des employés qui vont justement recevoir des commandes à travers l'application. Ils vont récupérer la totalité de la commande, le mettre dans un sac qui va accrocher une petite grue et qui va commencer à mener tout vers l'arrière-boutique pour être envoyé. Rema, avec le Covid-19 et au bout du confinement dans les grandes villes, a connu un succès monstrueux parce qu'ils ont la capacité de faire deux choses. La première commande chaque jour est gratuite, livraison gratuite. Donc ça veut dire que vous commandiez pour 100 € ou 200 ou 300 € de marchandises, voire moins, la première livraison est gratuite, quelle que soit la quantité, quel que soit le volume. Deuxième, vous êtes livré en moins d'1 heure. Donc forcément, c'est une flexibilité totale. Vous trouvez pratiquement
toutes les références du supermarché et vous pouvez être livré dans l'heure. Quelques produits sont parfois livrés plus tard ou le lendemain, par exemple des packs d'eau de 12 bouteilles ou des choses comme ça, mais sinon, la grande majorité des produits peuvent être livrés dans l'heure. Et ils travaillent, les premières livraisons se font à partir de 7h30 du matin, les dernières livraisons à partir de 10h30 du soir, 11h. Donc encore une fois, on est le soir, on vient de rentrer, il me manque l'ail, il me manque le cochon, j'ai oublié, on va sur l'application, dans 1 heure on est livré. Voire pour certaines gammes de produits dans la demi-heure. Donc forcément, ça rend les choses très faciles et ça aide à la consommation spontanée. De dire, j'ai oublié, je peux me préparer. Non. En France, on oublie, on dit, oh là, je ne vais pas retourner au supermarché pour acheter. Là, il n'y a pas de problème, on le fait. L'achat impulsif peut se faire. Ah, j'ai faim, j'ai envie de chips, j'ai envie de déguster. L'achat spontané peut vraiment se réaliser grâce à ça. C'est ce qui leur a permis aujourd'hui de vraiment réussir et de prendre la 6e place au sein des GSM. Un autre cas, ça sera les boutiques spécialisées, ce qu'on appelle les GMS boutiques. Alors, les GMS boutiques, ce sont des supermarchés plutôt de luxe, en tout cas de produits haut de gamme, avec beaucoup de produits importés présentés dedans. Les gens qui vont justement dans ces genres de supermarchés, ce sont des gens qui sont à la recherche de produits spécifiques. Et donc, comme vous pouvez voir, la croissance de ces boutiques est très rapide. Depuis 2016, on n'enregistre que de la croissance. Avec normalement des estimations jusqu'à 2024 assez impressionnantes. On parle quand même de 5,6 milliards de dollars. Et comme vous pouvez voir sur la droite, c'est que toutes ces marques sont chinoises. C'est un segment, ce sont les entreprises chinoises qui se sont très bien installées, comme Olé, J-Super, etc. Tout ça, ce sont des marques très connues qui vont présenter à la fois des produits, on va dire, confiture, tout ce qui est un peu du quotidien. Vous allez rentrer dans un GMS boutique de cette catégorie-là, vous allez vous sentir en Europe. Vous allez plus facilement reconnaître un supermarché traditionnel européen par rapport à d'autres marques qui seraient plus tournées sur des produits chinois qu'on ne retrouverait pas forcément dans ces supermarchés-là. Là, vous allez chez Olé, vous allez dire c'est la France. Vous allez vraiment ne pas être choqué par les références que vous allez voir, ni le conditionnement de ces produits. Alors, la vente en ligne, aujourd'hui, ce qui est intéressant, et c'est ça, c'est que 74% des consommateurs d'aliments importés ont effectué leur achat. Il y a des plateformes de vente en ligne. Alors, qu'on parle d'alimentation, forcément. Est-ce qu'on va en ligne pour acheter son saumon fumé? Ça peut. Surtout que Roma est un petit peu considéré entre les deux. Mais beaucoup de produits, compléments alimentaires, alimentation pour des animaux de compagnie, biscuits, gâteaux secs, etc. vont se faire par de la vente en ligne de plus en plus. Et ce que vous pouvez justement voir, ce sont les principaux facteurs de sélection des plateformes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont choisir une plateforme? Et la qualité, parce qu'ils estiment que ces plateformes souvent font plus de sélection, font attention à leur image, donc présentent des produits plutôt qualitatifs. La variété, on a un choix pléthorique. La réputation aussi, les gens écoutent beaucoup les recommandations. La facilité logistique, le prix, ils peuvent comparer, c'est très transparent. C'est ce qui aujourd'hui se passe avec la vente en ligne, c'est la transparence des produits. On peut maintenant comparer plusieurs aliments et voir lequel a le meilleur prix. On peut comparer maintenant plusieurs laits en poudre d'origine française et comparer lequel est le moins cher, lequel je paye le moins pour un produit équivalent. Et les grands gagnants de ces plateformes, JD, Tmall, c'est beaucoup. Alors quand vous allez voir, vous allez dire, mais attendez, 63%, 50%, parce que tout simplement, les gens utilisent les deux plateformes en même temps. Les gens vont être sur plusieurs plateformes en même temps. Ils ne vont jamais se focaliser sur une seule plateforme. Ils vont aller sur toutes les plateformes pour acheter. Très rapidement, parce que ça, dans l'alimentaire, ça reste encore assez anecdotique, même si certaines catégories de produits rentrent là-dedans, c'est le cross-border. Le cross-border, ça correspond à ce que j'avais répondu à l'une des questions. C'est vous créez une boutique sur Tmall International. Donc, vous êtes une société française qui s'est enregistrée sur une plateforme internationale et les produits vont donc ensuite passer la frontière, on va dire, au compte-gouttes.
généralement, ce qui se passe, ça marche beaucoup pour le lait en poudre, pour les compléments alimentaires et les produits FSMP, ce qu'on entend par Food Supplement for Medical Purpose. Donc, c'est tout ce qui va être les compléments alimentaires dans un cadre médical. Quand justement, vous êtes obligé, quand votre médecin vous recommande certains compléments alimentaires à cause d'une condition physique particulière, c'est très dur en Chine aujourd'hui d'enregistrer ces produits-là, ce qu'on appelle les FSMP, parce que les Chinois les considèrent encore pratiquement comme des médicaments. Donc, ça coûte énormément d'argent et c'est très loin à faire. Donc, beaucoup de gens passent par le cross-border. Donc, ils créent leur plateforme en ligne, ils envoient une cargaison en Chine qui va être sous douane dans un entrepôt, et selon les commandes de la journée, une partie de la commande va être donc passée la frontière. Ça permet aussi une certaine chose, et c'est très favorisé par des produits, justement, qui ne peuvent pas s'enregistrer en Chine. Les FSMP, étant donné que c'est compliqué, il faut passer des agréments, des certifications pour obtenir les droits de vendre, le fait de faire du cross-border vous permet de ne pas obtenir ces certifications. Vous passez comme ça la frontière de façon individuelle, pratiquement. Et alors, c'est un peu surveillé, on est dans une zone grise, parce que justement, vous allez me dire, mais pourquoi les Chinois n'interdisent pas ça? Parce que d'un côté, on vous met des tests, des certifications pour pouvoir vendre en Chine, de l'autre, on vous crée un moyen de vendre en Chine sans les obtenir. Il y a forcément une zone grise là-dessus, mais qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois tolère sur certaines catégories de produits parce que les quantités sont suffisamment faibles et que voilà, le saucisson va passer par le cross-border, ils ne vont pas en faire un drame. Bon, mais c'est un moyen pour certaines catégories de produits. Pas le frais, définitivement. Mais certains produits voilà, à longue conservation peuvent se faire de cette manière. Excusez-moi. Un autre point, la saisonnalité qui est important dans les consommations. Là-dessus, les Chinois ne consomment pas les produits de façon régulière, on va dire, sur certaines gammes. Il y a vraiment une forte importance de la saisonnalité et de grandes, surtout, qui est accentuée par la vente en ligne, qui joue sur des grandes organisations marketing. On a tous entendu parler comment ça s'appelle, de la fête des célibataires du 11 novembre en Chine, c'est le Black Friday chinois, mais le Black Friday fait pas le figure façon au chiffre du 11 novembre. On parle de plusieurs milliards de dollars de consommation en une seule journée, en 24 heures. Donc, c'est absolument monstrueux, les échanges qui se font dans cette date-là. Mais il y a une saisonnalité. Par exemple, ce qui va être la Saint-Valentin. Alors, comme on a mis un petit en bas, vous avez Saint-Valentin, fête de l'amour, Saint-Valentin chinois. Oui, il n'y en a pas qu'une, ils en ont inventé 3. Comme ça, on peut faire 3 fois de l'argent et on peut 3 fois vendre des chocolats. On peut aussi vendre d'autres produits de cette manière-là. Vous avez le Nouvel An chinois, qui va être un moment où on va faire des cadeaux alimentaires à la famille. C'est normal d'offrir des fruits en Chine. On ne va pas offrir des fleurs, on va offrir des fruits aux gens. On va aussi offrir des fruits secs, des noix, des noisettes. Alors, c'est un problème pour les Français parce que tout ce qui va être fruits secs sous coque ne peuvent pas rentrer en Chine. Alors que les Chinois adorent les fruits en coque parce qu'ils aiment les décortiquer, ils aiment les casser. C'est un jeu, ils peuvent y passer des journées entières. Et quand je dis des journées entières, je n'en rigole pas. Vous verrez les personnages en Chine qui mangent des graines de tournesol, ils ont les dents abîmées. Ils ont un cran dans les dents à force de pour pouvoir récupérer la graine de tournesol. Parce qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui vraiment montre ce jeu qu'ils aiment. Vous avez les fêtes de la femme, justement, le 18 juin, le 18 août, il y aura toujours une fête. Et c'est justement tout le travail que vous faites avec vos distributeurs pour préparer les stocks et donc les produits pour qu'ils soient prêts pour ces fêtes-là où vous allez faire tout à coup un gros chiffre d'affaires. Je crois qu'il y a une question. Oui, elle est dans la discussion. Est-ce que la certification IFS est reconnue en Chine? Justement là-dessus, pas forcément, non. Il faut que je vous le confirme plus précisément plus tard, mais je me souviens a priori. C'est plus compliqué. Je note le nom de la personne pour qu'on puisse prendre contact après. Sachez qu'il y a beaucoup de certifications qui ne sont pas reconnues encore entre la France et la Chine, même s'il y a l'Europe, l'Union européenne et la Chine, même si ça commence petit à petit à changer.
Donc, les facteurs de succès clés. Alors, cette image, Ah, pardon. euh, Voilà, pardon. voilà, que vous pouvez. Ah, J'ai remis. voilà, Jérémy, voilà. Illustre très bien aujourd'hui quand on parle du sein en Chine. Qu'est-ce que c'est comment c'est sain? Vous allez voir cette demoiselle qui mange de la salade en t-shirt, enfin, en soutien-gorge sportif devant une caméra. C'est tout ce qui se fait aujourd'hui dans la vente en Chine. C'est-à-dire accentuer le côté sain alimentation, le renforcer par le côté sportif du soutien-gorge sportif parce que madame doit faire du yoga, même si madame est magnifique, parce qu'elle est maquillée, elle est coiffée, mais elle ne vient pas de courir un marathon. On le voit. Elle est prête et elle est devant sa caméra pour la vente en ligne. C'est-à-dire l'influence. Montrer aux Chinois qu'est-ce que c'est que manger une salade. Comment on mange une salade. Et on mange parce qu'on a une fourchette, pas parce qu'on a des baguettes. Il faut expliquer aux Chinois comment manger une salade. Parce que tout simplement, en Chine, on a des baguettes, on n'a pas des fourchettes. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui voilà, mangent traditionnellement leur nourriture, voilà, on montre techniquement comment ça marche. Et on influence. On montre que c'est ça qui est sain. Les Occidentaux font ça pour être sain. Donc, forcément, on copie par la suite. Donc, ça montre un petit peu, justement, l'archétype de ce qu'on pourrait voir. Alors, il y a juste un commentaire dans les questions-réponses avec l'ajout de la fête des amoureux chinois, le 7e jour du 7e mois lunaire, donc qui correspond au Exactement. 14 août. Donc, en effet, il y en a encore une, du coup. Il y en a 4. Alors, parce qu'il y a il y a le 14 février, qui va être la Saint-Valentin occidentale. Il y a la fête au mois de mai, qui est purement marketing. Parce que tout simplement, le 20 mai, ça se prononce en chinois, Wu Erling. Wu, c'est 5, c'est donc le 5e mois de l'année. Erling, le 20 mai. Or, Whirling, ça semble à l'oreille pour les Chinois Waini, qui veut dire je t'aime. Et pour cette simple raison, c'est devenu une faute de caméra. Oui, d'accord. Donc là-dessus, les facteurs clés, justement. Donc je vais plutôt maintenant rentrer dans l'aspect, on va dire, un peu plus marketing, justement. Donc c'est pas tout le monde forcément, quand ils sont sur un aspect B2B, qui vont être intéressés, mais pour comprendre comment les gens vont consommer en Chine, qu'est-ce qui fait que c'est important? L'emballage. En Chine, l'emballage est très important. C'est ce qui va tirer l'œil. Les gens, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Malgré tous les arguments sains, etc., c'est l'emballage. Est-ce que l'emballage montre les arguments sains? Est-ce que justement, dans l'emballage, on peut voir le produit final dedans? Parce qu'il y a une petite partie transparente qui permet de voir le produit final. La façon dont on le monte, est-ce qu'on joue le côté carte produit venant de France, produit venant d'Allemagne? Donc justement, il y a un très très fort impact. Surtout que ça peut marcher dans un côté coffret cadeau. Justement, le gifting qu'on appelle en Chine, l'offrir des cadeaux est très important, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les entreprises entre elles, pour justement la récompense. On va mettre peut-être un foie gras français, une bouteille de vin, des calissons, je ne sais pas, pour jouer un peu le côté offre. Le co-marquage, donc l'idée aussi de créer des synergies avec d'autres marques locales virales, des marques qui montent bien. Par exemple, vous avez Snickers, les barres chocolatées, qui ont fait un partenariat avec des chaussures, des baskets. Et pourquoi des baskets? Parce qu'en anglais, une basket, ça se dit une sneaker. C'est tout simplement pour ça. Mais ça a été voilà, de lancer le côté cross-brand, de jouer là-dessus. Ça a été aussi M&M's qui a su s'associer avec AT qui est une marque de thé au lait chinoise locale. C'est une chaîne, on retrouve des boutiques partout, dont la principale facteur de publicité est de faire la queue pendant une heure et demie devant. C'est ce qui les a fait rencontrer, c'est que les gens faisaient la queue pendant une heure et demie, alors que les Chinois détestent faire la queue pour pouvoir ce thé. Donc, ce qu'il essaie de dire aux gens, si les gens se forcent à faire une chose qu'ils détestent pour la voir, c'est que ça doit être très, très, très bon. Et donc, c'est ce qui a attiré, l'a rendu très célèbre. Et finalement, les influenceurs. Aujourd'hui, on a pu le constater en Chine, quand on regarde la réputation de la marque ou le pouvoir des influenceurs, les deux ont le même impact sur le consommateur final. Le fait qu'un influenceur célèbre ait fait la promotion du produit sera aussi important au regard de la personne que la réputation même de la marque du produit. Chanel,
qui coûtent énormément d'argent. Alors, on cite Chanel, je me permets de citer cette marque, parce qu'elle est connue, mais ça peut être Louis Vuitton, Hermès, n'importe. Toutes les sommes qui sont mises pour faire connaître cette marque, mais au final, si un influenceur connu dégrade la marque et dit ce n'est pas bon, les Chinois arrêteront d'acheter. C'est arrivé par le passé sur du rouge à lèvres. Une marque étrangère avait signé un accord avec un influenceur qui n'ont pas honoré. L'influenceur a lancé une fatwa contre la marque. La marque a diminué son chiffre d'affaires de 30%. C'est radical quand même. Voilà. Et quand je parle d'influenceurs, je ne parle pas dans un côté, on va dire, très indirect, comme on peut voir en Europe. Vous avez un YouTuber qui peut être spécialisé, je ne sais pas, du sport, de la musculation, et donc va vous faire la promotion d'une protéine. Non, là, je vous parle du téléachat en ligne. C'est vraiment quelqu'un face caméra qui va vous dire aujourd'hui, je vous vends tel produit, enfin voilà, ce produit est machin, je vous le montre, je vais le goûter devant vous, je vais répondre comme ça en question-réponse en direct avec vous. C'est vraiment ça l'influence. C'est très, très direct. Ce n'est pas du tout une façon indirecte de jouer sur l'image positive et professionnelle d'une personne pour vendre un produit associé. Non, là, c'est véritablement, on s'assoit et on vous vend du chocolat pendant 1h30. Et justement, ça m'amène à ces applications en Chine. Parce qu'on connaît Facebook, on connaît Instagram, on connaît tout cela. Mais en Chine, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, vous les retrouvez à gauche. Vous avez WeChat, Weibo, Red, un chinois qui s'appelle Xiaohongshu, Douyin, etc. Douyin, vous le connaissez sur TikTok. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple WeChat, 54% des utilisateurs ont entre 25 et 40 ans, donc quand même on est sur une petite population très large. Et avec justement une consommation assez importante. C'est-à-dire toutes les personnes, en moyenne, les personnes passent 66 minutes, plus d'1 heure sur l'application. C'est quelque chose de très addictif aujourd'hui. Et ce que je vous montre à la toute droite, c'est que les fonctionnalités de ces applications, alors que Amazon est spécialisé dans la vente et point, et même si je change un peu et autres, ces applications ont plusieurs fonctionnalités en Chine. WeChat va vous servir à communiquer avec vos amis, à partager des photos comme sur Facebook, des articles, etc., à partager vos photos comme sur Instagram. Vous avez aussi des boutiques en ligne pour acheter. Vous aurez aussi la possibilité de louer de voitures, d'acheter vos billets de train, de payer vos factures de gaz et d'électricité à travers l'application. Tout ça est possible. Vous avez aussi de la santé, de l'achat en bourse aussi. Donc ces fonctionnalités sont très grandes. Une autre application qui est très intéressante, c'est Red. Parce que Red, c'était une application qui a été faite par une célébrité et qui a mélangé une sorte de côté Instagram, c'est-à-dire partage d'articles, conseils de vie, de qualité de vie, etc., lifestyle, etc., mais aussi une boutique. C'est-à-dire que vous aurez un article fait par quelqu'un sur comment vivre de façon saine, etc., et en même temps, dans l'article, vous mettre des liens. Quand vous cliquez, va vous amener immédiatement sur la boutique en ligne pour acheter les fameux produits annoncés dans l'article. Comme ça, vous avez on vous montre le côté vivre sainement, comment consommer ce produit, et comme vous êtes convaincu, immédiatement, on vous envoie vers la boutique pour l'acheter. Ça permet d'éduquer le consommateur. Donc, justement, d'amener le consommateur sur des choses qu'il n'aurait peut-être pas l'habitude ou qu'il ne serait pas consommé. Aussi, ce qui y aura comme autre facteur clé de succès, ça sera ce qu'on voit, comment les gens aujourd'hui se réussissent, les grandes marques. Déjà, il y a une accélération de la R&D. Les gens essaient de mieux s'adapter aux produits chinois, aux demandes chinoises, que ce soit en changeant le packaging, mais aussi en changeant le format, mais aussi les goûts, les produits. Nestlé a beaucoup fait. Ils ont ouvert d'ailleurs un centre d'innovation dédié à ça, pour renouveler leur gamme au goût chinois. Les marques aussi ne doivent pas hésiter à sortir de leur zone de confort. Et ça, je vais l'évoquer plus tard dans le cas d'Ambros, justement, qui se sont recentrés. Ils ont compris qu'ils ne vendaient pas de la confiture. Ils ont compris que ce qu'ils étaient experts, c'était dans la transformation des fruits. Et que donc, derrière cette technique, ils avaient un éventail beaucoup plus large de produits qui pouvaient, eux, réussir sur le marché chinois. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis de leur zone de confort. Ou alors, ce sont des gens qui vont se mettre sur des niches très précises, justement, l'eau gazeuse haut de gamme, ou des choses comme ça. Et là, tout dépend forcément de la taille de la niche.
tout simplement, et à quel point vous pouvez la garder. Mais ça, c'est sur certaines marques peut-être moins connues, avec un potentiel moins grand, mais qui vont trouver cette niche, la gagner et faire leur argent là-dessus et empêcher quelque autre concurrent de venir là-dessus. Ils vont la garder pour vous. Alors justement, comme je dis à Rome, fais comme les Romains. J'évoquais très tôt dans cette présentation le foie gras qui va finir dans la soupe, mais on va trouver d'autres choses. Oreo, les petits gâteaux qu'on connaît, on en fait maintenant des vrais gâteaux. Andros s'est lancé dans le thé aux fruits à base de confiture. Parce que la confiture tartinée, là, les gens n'en voulaient pas au début. Il a fallu trouver un autre moyen de le faire consommer. Donc, en modifiant ça là, en boisson. Parce qu'en Chine, on mange moins sucré, mais on boit sucré. On boit beaucoup plus facilement sucré qu'on ne mange sucré en Chine. Donc, ils ont adopté, encore une fois, à travers l'innovation et la recherche, comment faire vendre leurs produits aux Chinois et leur faire découvrir pour peut-être un jour, parce qu'ils seront habitués au goût, à revenir vers un autre type de produit original qui est la confiture. Vous aurez aussi des cas innovants comme la pizza au durian. Alors, on connaît la pizza hawaïenne. La pizza au durian, c'est la même chose, mais avec du durian. Et le durian, c'est un fruit très spécifique qui vient d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie, qui est souvent très apprécié en Chine, mais qui a un goût très particulier pour les Occidentaux, qui absolument, enfin, beaucoup d'Occidentaux n'arrivent pas à le manger, parce que c'est un fruit qui pue, mais terrible, c'est horrible. Enfin, personnellement, je ne peux pas l'avaler. Avec le sentir, je quitte de la pièce, mais c'est un peu en même temps ce qu'un Chinois pourrait ressentir en sentant un vieux fromage. Ça va être un impact très direct parce qu'on n'est pas habitué à ce fruit-là. Mais eux, la pression, vont essayer de l'adapter sur d'autres façons. Ben, tiens, en pizza, ça pourrait donner ça. Au lieu d'avoir la pizza hawaïenne avec l'ananas, on va le faire avec du durian. On va aussi trouver des chips avec des crevettes, des fruits de la mer, du crabe, des gaufres avec du sésame, parce que les Chinois sont de gros consommateurs de sésame, etc. etc. Et là, je vous amène vers le cas d'Andros. Andros, quand ils sont venus en Chine, ont rencontré énormément de difficultés. Énormément de difficultés. Et il aura fallu du temps pour s'habituer. Et maintenant, c'est une des marques qui réussit le mieux en Chine, qui en 2019, justement, a créé de nouvelles usines, qui justement est en train d'exploser et de se développer fortement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont su faire trois choses. Première, ils ont su se localiser. C'est-à-dire de comprendre, je viens faire une usine en Chine et je viens comprendre la Chine. Je fais ma R&D en Chine. Et ce que je vais sortir de cette usine, ce n'est pas la même chose qu'en France. Non, c'est ce qui va se vendre en Chine pour les Chinois. Et ça, c'est ce qui fait qu'ils sont devenus très intelligents à savoir s'adapter. Ensuite, la réorientation. Comme j'ai dit, la confiture, la compote, tout ça au début, ça ne marchait pas beaucoup. Les gens n'étaient pas habitués, ne connaissaient pas. Et donc, il a fallu trouver des niches. Et ils ont découvert qu'il y avait des niches où, dans tout ce qui était les professionnels, que ce soit les pâtisseries ou les bars. Parce que de plus en plus de personnes qui faisaient des cocktails ou des mocktails, comme ils appellent, c'est-à-dire des cocktails sans alcool, aimaient mettre un peu de fruits. Et pas seulement de la confiture, mais aussi le fruit en lui-même. Donc, préparer des solutions toutes prêtes qui peuvent être incluses dans un cocktail pour le livrer rapidement, c'était quelque chose de recherché. Pareil pour les pâtisseries, quand on faisait un cheesecake, etc., de mettre un coulis de fruits par-dessus avec de la myrtille, pareil, c'était quelque chose que les gens cherchaient. Et qui donc a développé tout à coup un potentiel énorme pour Andros, qui s'est jeté dessus, qui a créé ça alors qu'il ne le faisait pas du tout en France. Ils ont dû se réinventer sur une niche de professionnels dans le B2B qui ne faisaient pas et qui leur a fait connaître un succès plus grand. Et au final, l'adaptation, offrir de nouveaux goûts, mais aussi de nouveaux formats aux personnes. Changer les fruits, tout simplement. Chercher des fruits locaux que les gens apprécient. Des façons aussi de le consommer plus rigolotes pour les gens, comme le thé aux fruits. Et c'est ce que je montre d'ailleurs dans la salle suivante. Vous avez quelques photos justement de ces nouveaux produits. Donc, qu'on voit à la toute gauche, c'est un cocktail où on va justement utiliser, alors je vous ai mis 4 produits qui sont des formats professionnels dédiés justement pour les baristas et pour les pâtissiers, justement pour créer ce genre d'éléments. Au-dessus, vous voyez aussi ce qu'ils ont fait, ce que je vous disais avant, le co-branding. Ils se sont associés avec une marque d'ustensiles de cuisine pour justement faire des cocktails ou mixer des fruits, etc. dans des mixeurs, pour faire des petites sortes de petits smoothies à la maison. La vente en ligne,
où justement les influenceurs, où vous pouvez voir, alors c'est un exemple parfait, où on vend, vous voyez, il y a tous les produits mis devant, vous avez quelqu'un de chez Andros avec une vendeuse chinoise qui vous explique pourquoi c'est sain, comment ça fonctionne, etc. Et où, dessous, dans le chat, vous pouvez voir les gens interagissent en direct, posent des questions. Et quelqu'un va trier les questions pour justement y répondre en direct. Et à la toute droite, les produits finaux B2C retransformés, adaptés aux consommateurs chinois pour faire des boissons sucrées, justement, avec une base de fruits, qui change de choses que vous n'aurez pas généralement en Europe à la base. Et grâce à tous ces efforts, finalement, depuis quelques années, le marché de la compote de fruits et de la confiture grandit en Chine. Ça y est, les Chinois maintenant veulent manger de la confiture. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, il y a encore 10 ans, n'existait pas. Mais il a fallu du temps, il a fallu se rénover pour justement permettre, au final, de revenir à des produits plus traditionnels. Et Andros, ils se sont implantés en Chine quand? Quand est-ce qu'ils ont commencé cette transformation-là pour arriver à ces chiffres-là? Alors, la transformation d'Andros, alors l'arrivée dans ça, c'était il y a longtemps, c'était aux alentours de 2000, dans le début des années 2000-2005, si je me souviens bien. Et la transformation d'Andros, c'était justement en 2010. C'est là qu'il y a eu vraiment un électrochoc. D'accord, C'est en 2019 que là, ils ont signé un nouvel accord pour ouvrir de nouvelles usines. d'accord. Donc ça a pris un peu de temps, ouais. Après un peu de temps. Mais en même temps, ici, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux pour accélérer le rythme. Maintenant, ils jouent aussi là-dessus. Bien sûr. Le support actif dans cette catégorie-là, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, sur le support actif, c'est typiquement là ce qu'on vous montre dans cette photo, un Français en ligne qui est en train de vendre du vin, sans doute à des Chinois. C'est ce qu'on attend. Pourquoi écouter la parole du distributeur quand on peut directement entendre le producteur nous vendre son produit? Parce qu'il en est passionné et qu'il a la connaissance. Et ça, c'est ce que de plus en plus de distributeurs attendent de la part de leurs clients. C'est aidez-nous à vendre. On est des experts de la vente, mais on n'est pas des experts forcément toujours du marketing, et on a besoin de plus de support de votre part. Donc là, on vous montre un peu la chaîne de valeur, et je vous ai encerclé justement là où on attend le besoin de support, justement, que ce soit en ligne, parce que si, imaginons, vous ne faites pas de l'international, que vous travaillez avec un acteur local qui va vous ouvrir une boutique en ligne pour vous, il va forcément énormément attendre d'aide de support pour vous. Que ce soit fournir les arguments, fournir les images, fournir différents supports marketing, ainsi que les différents distributeurs et sous-distributeurs en Chine, jusqu'au supermarché, ou qu'est-ce qu'on va faire en GMS pour pouvoir justement faire la promotion de votre produit. Donc là-dessus, il y a une demande de plus en plus forte, que ce soit en termes de coût ou en termes de support technique. Pourquoi? C'est parce que beaucoup de Chinois ont aussi par le passé, déjà il était plus facile de vendre à l'époque. Le seul fait d'arriver et de dire qu'on était étranger était un argument qui permettait de vendre. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il faut plus de défendre. Donc, plus d'investissement en marketing. Or, ce que les distributeurs ont peur, c'est que si eux avancent les frais en marketing pour vendre et qu'au final, ça ne marche pas, le client européen va profiter de cela pour dénoncer l'accord, de dire vous n'êtes pas assez performant, rompre l'accord et trouver un autre distributeur. Et donc, ce distributeur chinois a avancé tous les coûts et a perdu au final le client. Et ça, c'est un risque qu'ils ne veulent pas prendre. De moins en moins, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent de quoi investir dans ce genre d'efforts marketing. Donc là-dessus, on évoque un petit peu justement le concept de branding, de marque, de prendre connaissance de la marque. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais vraiment, l'une des choses, comme je disais, dans les principaux critères qui fait que les gens achètent, c'est la marque, le fait qu'ils connaissent cette marque. On connaît Nestlé, on connaît Danone, donc c'est forcément, vous voyez un produit estampillé Nestlé ou Danone, les gens vont plus facilement acheter. Si vous êtes un inconnu, voilà. Je vends du vin, je vends mon saumon fumé, mais votre saumon fumé, votre truite fumée, personne ne le connaît. On sait que ça vient de France, on sait que c'est étranger, mais encore une fois, moi, j'ai par contre 3 concurrents qu'on connaît très bien, qui sont là depuis peut-être 5 ans. Donc, forcément, il va falloir vous défendre. Et donc, créer une vraie image autour de votre marque de plus en plus. Il faut devenir professionnel, surtout dans le B2C. Ça, c'est pour tout pour le B2C. De devenir vraiment expert de votre marque et savoir traduire et amener votre marque en Chine avec son histoire.
Et justement, j'évoque une chose qui est garder le contrôle. Parce que, encore une fois, parfois, il est très facile pour des sociétés de dire à votre distributeur, faites-le. Mais en même temps, si vous laissez votre distributeur le faire, il va le faire à sa manière. Et vous allez en perdre le contrôle. Donc déjà, il y a peut-être manière de garder le contrôle et d'aider au support de ces trois manières. Le support virtuel. Déjà, enregistrez à tout prix votre marque en Chine. Faites-le. Protégez votre marque. Et en chinois, il faut le traduire. Pas juste enregistrer votre nom européen. Il faut une marque avec un nom chinois. Pourquoi pas aussi, si vous en avez les moyens et que vous êtes dans ce besoin-là, d'ouvrir vous-même les comptes des réseaux sociaux chinois, de trouver un intermédiaire, quelqu'un qui pourrait le faire pour vous, parce que justement, si c'est votre distributeur qui le fait, c'est lui qui a le contrôle dessus. Alors que là, en cas de problématique, c'est toujours vous qui gardez le contrôle de votre promotion, aussi de la traduction de ces derniers. Le support physique, il est très intéressant d'avoir du support physique en Chine, justement pour éduquer, pour participer. Le vin, c'est ce qu'il a fait connaître, parce que les vignobles, les plus grands vignobles, ont fait venir des gens en Chine, justement pour pouvoir justement s'installer, pour pouvoir faire l'effort. Et il y a aujourd'hui en tout cas des solutions qui vous permettent d'embaucher quelqu'un en Chine sans avoir besoin de créer une entreprise en Chine. Vous pouvez vraiment envoyer des représentants de marque, voilà, suivre et aider au quotidien les différents distributeurs, les différents partenaires, et justement les pousser à faire des ventes et à répondre à leurs problématiques. Je vais d'abord continuer sur le dernier point avant de répondre à la question qui vient d'être posée. Sur l'implémentation, donc il y a aussi un moyen de s'implémenter. Je pense surtout si on est sur le côté peut-être un peu plus agri que forcément purement agro, pour pouvoir justement, encore une fois, sur la technologie, aider les gens. Que ce soit l'insémination des élevages, que ce soit la promotion et la création de drones pour suivre les cultures, etc., etc. Il y a de plus en plus de demandes de savoir-faire là-dessus. Les Chinois sont très, très friands de technologie. Et en sachant qu'aujourd'hui, l'agriculture chinoise est encore assez traditionnelle, il y a de plus en plus de volonté du gouvernement de moderniser. Il faut moderniser, il faut moderniser. Il nous faut de la technologie. Alors, je vais lire la question. Quel budget indicatif faut-il prévoir pour enregistrer une marque en Chine? Alors, sur le budget indicatif, là-dessus, c'est un peu difficile à retenir le nom. Il faut généralement, je dirais, moins de 5 000 euros, je dirais, pour faire cela. J'ai pas bien. Alors moi, j'ai pas bien entendu. Je ne sais pas si les participants ont entendu. Est-ce que vous pouvez juste répéter le montant, Geoffrey? J'ai dit moins de 5 000 euros pour vous enregistrer largement. La seule chose, c'est le processus qui parfois peut être un peu étonnant. La problématique, c'est quand vous faites le dépôt de votre marque, il faut préparer un nom chinois. C'est pour ça que le mieux, c'est souvent de passer par un intermédiaire qui va vous faire, qui va justement déposer le dossier pour vous, qui va faire tout ça. Vous connaissez le processus parce qu'il faut trouver le début un nom chinois. Et ils vont vérifier justement s'il est possible ou pas de déposer ce nom et aussi de garantir que le nom sonne bien en Chine, qu'il soit pas seulement une traduction littérale de ce que vous faites. Et le processus est, on va dire, relativement bien organisé et aussi généralement de plus en plus, on va dire, transparent là-dessus. D'accord. Alors justement, la propriété intellectuelle, donc deux éléments que je voulais juste très rapidement évoquer. Déjà, on est au premier déposant de la marque. Vous avez peut-être votre marque depuis longtemps. Si vous ne l'avez jamais déposée en Chine, etc., et qu'un jour, votre distributeur ou n'importe qui décide de déposer votre marque, premier arrivé, premier servi. Même si vous pouvez justifier que vous avez cette marque en Occident depuis longtemps, vous allez pouvoir essayer de débattre, etc., mais vous allez voir que ça va être compliqué, donc vous allez peut-être dire, bon, au final, je vais l'acheter. Et donc, voilà, c'est comme ça que lui va se faire son beurre. Donc, normalement, c'est premier arrivé, premier servi. Il faut faire attention à cela. Par contre, aussi, la protection, on a encore une image de, mon Dieu, que la Chine favorise des Chinois, ça n'aide pas du tout. Non, ça change, ça change. Si vous venez vous enregistrer dans les grandes villes, que ce soit Pékin, Shanghai, Canton, les juges sont formés, les juges sont spécialisés. Il y a maintenant des cours de justice dédiés à cela.
Donc, c'est bien mieux qu'avant. Et aujourd'hui, maintenant, la majorité des cas traités, c'est des entreprises chinoises qui attaquent d'autres entreprises chinoises. Donc, vraiment, il y a un changement là-dessus, parce que même les entreprises chinoises ont tout intérêt à se protéger, elles aussi, maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce changement qui s'opère. Et donc, oui, si vous allez vous enregistrer votre marque quelque part de très éloigné, on ne vous le recommande pas, parce que forcément, les juges ne sont pas formés, et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Mais c'est sur Shanghai, là-dessus, il n'y aura pas trop de problèmes a priori. Ça sera vraiment, c'est un très bon changement qui s'est opéré depuis des années. Ok. Donc, j'ai toujours pas de questions. Je continue. Hein. Il y en aura peut-être après, à la fin. On verra. Bon, il y en a déjà quelques-uns. Donc, les agréments, bon, on va M. Macron boire M. Xi Jinping un bon verre de vin, mais ça va au-delà de ça, forcément. Donc, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui des agréments? Alors, la liste des agréments, on est officiellement sur 74 produits carnés enregistrés, 160 sur tout ce qui est produits de la mer, 33 sur le laitier, 16 sur tout ce qui est végétaux. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Les boyaux de porc, par exemple, la viande, les abats, la charcuterie, foie gras et viande de canard, même si je vous mets l'alerte justement sur les volailles qui aujourd'hui sont suspendues. On a tout ce qui est aussi les poissons, saumons, poulpes, homards, huîtres, réfrigérés, congelés. Généralement, c'est surtout des huîtres ou d'autres mollusques, etc., qui n'étaient pas cuits, qui étaient directement congelés et importés. Sur le statut des cuits puis congelés pour être envoyés, là-dessus, il faut que je revérifie. Je n'ai pas forcément le sujet le plus précis là-dessus, parce que ça change. Il faut bien comprendre cela. Les choses changent très vite en Chine. Ce n'est pas qu'ils vont vous l'interdire, c'est qu'ils vont vous mettre peut-être des autorisations, des demandes très spécifiques, qui fait que ça peut compliquer ou ralentir un processus. Le lait pasteurisé en poudre, les fromages, le beurre, le lactosérum, le petit lait, justement, qui sont là. Le café, le malt. Alors, le malt, forcément, la France est un champion du malt. Il s'importe beaucoup en Chine. Et aussi, par contre, voilà, les produits en coque, noix, noisettes, cela, si ça n'a pas été décortiqué ou torréfié, si ça n'a pas été transformé, en fait, ça ne rentre pas en Chine. Et au cas où, si les gens ont une question sur quand est-ce que les agréments vont passer, quand est-ce que ça va changer, quand vous répondront les autorités chinoises, ça changera le jour où je déciderai que ça changera. En fait, ils mettent devant le fait accompli. Pourquoi? Pour éviter les spéculations. Sur le foie gras, par exemple, il y avait toute cette attente de est-ce que le foie gras va être autorisé en Chine? Est-ce que le foie gras importé français va être autorisé en Chine? Des rumeurs sont commencées à sortir en septembre 2019. C'était officialisé en novembre 2019. C'était très court. Le moment où les associations professionnelles de tout ce qui était les palmidés ont commencé à dire on pense que ça va passer, ça va passer, ça va passer, c'était octobre 2019 et ça s'est validé en novembre 2019, le jour de la signature de l'accord. Mais les Chinois n'aiment pas la spéculation. Ils le font et quand ils le font, c'est voilà, ça a été communiqué. Ils ne vont pas le dire en avance. Ils ne vont pas vous dire dans 2 ans, on va vous le mettre en place. Non. Ça, c'est. S'ils annoncent des dates, sachez qu'elles vont évoluer. Et c'est rarement dans le bras. Alors, les indications géographiques protégées aujourd'hui, alors vous savez, il y a un accord qui est passé en 2019, ce qui était un bon moment en vue, et on en a donc quelques-unes, 26 maintenant, qui sont officiellement enregistrées en Chine, en sachant qu'on en a 140 quand même, hein, sur l'agroalimentaire et 74 dans le viticole. Donc, on est encore très loin d'avoir enregistré tout ce qu'on pouvait. Et quand vous voyez la liste, ben, ce sont les amis viticoles qui sont très contents, parce que c'est les AOC Bordeaux, le champagne, le cognac, tout ça qui est passé. Et donc, forcément, ça n'a pas été le reste. Par contre, ça permet quoi comme garantie? Ça permet justement de protéger ces dernières pour les traductions, pour la translittération, le refus de l'enregistrement. Donc, justement, si un Chinois va enregistrer à AOC Bordeaux, non, il ne peut plus. Non, ça c'est enregistré en France, c'est officiel, c'est reconnu. Donc, ça ne peut pas être justement joué là-dessus.
le rejet automatique des dépôts de marque, si quelqu'un veut le faire, ça va sauter, ça ne va pas passer. Donc là, et c'est appliqué. Donc le vin est passé devant en priorité. Quand on voit les volumes et les valeurs, on n'est pas étonné. C'est là où la France a voulu vraiment le faire. Mais ça devrait évoluer, on devrait en avoir de plus en plus. Mais encore une fois, au compte-gouttes. Ça arrivera parce que la Chine veut de la réciprocité. Alors, quel est votre regard? Je vois une petite question. Ah, pardon, hop, excusez-moi, je fais... Pardon. Alors, quel est votre regard sur la stratégie des entreprises bretonnes en Chine d'une manière globale et les pistes de progrès? Eh bien, c'est une question très large. Ah oui, c'est très très large, en effet. C'est vrai que là, pour le coup... Alors, comment dire, forcément, il y a un savoir-faire, il y a une capacité de rentrer. Ce que je dirais de façon générale, pas plus que bretonne, je dirais française, c'est la flexibilité. Malheureusement, je trouve que beaucoup d'entreprises françaises, de façon générale, arrivent en Chine avec de bons produits, mais malheureusement ont du mal à s'adapter à la culture locale. Ils ont du mal à s'habituer aux demandes, aux exigences, au rythme imposé par les partenaires chinois. Et c'est ce qui fait un peu la difficulté du succès des entreprises françaises en Chine. Les Chinois, quand ils demandent, ils disent on va vous passer une petite commande, pour vous, ça risque d'être une grosse commande. Ils vont avoir des exigences sur les prix, sur les délais. C'est justement ça le problème, généralement. C'est cette culture du business qui est différente. Ce n'est pas le produit en lui-même, c'est la culture du business. Ensuite, c'est savoir aussi jouer le jeu du marketing, savoir se rendre différent, savoir se différencier, le dire et le montrer, le prouver. Et c'est là aussi, encore une fois, c'est pas tout le monde qui a malheureusement cette expérience-là, qui justement de jouer sur ce côté, de le montrer et de le démontrer par A plus B que je suis meilleur et je suis suffisamment différent d'eux pour pouvoir réussir. Ok. Les certifications. Alors, les certifications en Chine sont, voilà, sont pas toutes reconnues. Il y a beaucoup de local. Vous avez tout ce qui est être biologique, agricole, produits agricoles sans polluants, nourriture verte, nourriture fonctionnelle. Donc, il y en a, comme vous pouvez voir, beaucoup. Chacune répond à des critères très spécifiques. Alors, l'alimentation biologique, tout ce qui est vraiment le vrai bio, je recommanderais toujours de ne pas le prendre. Ne le faites pas parce que ça va vous coûter très, 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 très cher. C'est extrêmement cher et c'est extrêmement dur à obtenir. Sur rien que les sauces tomates, il faudra faire venir des inspecteurs chinois, les loger, les nourrir 4 fois dans l'année. Parce qu'ils vont venir pour la semence, ils vont venir pour la croissance, ils vont venir pour la collecte, ils vont venir pour la transformation, pour voir que la tomate est restée bio jusqu'au bout. Et comme c'est de l'agriculture, ben, l'année suivante, est-ce que c'est les mêmes plants bio? Eh ben, on ne sait pas, donc on va revenir. Et donc vous allez chaque année devoir repayer. Chaque année, vous allez devoir obtenir cette certification qui coûte très cher et qui va augmenter vos prix. Et au final, vous allez, même si je suis en demande du biologique, mais au final, ça va devenir tellement non compétitif que même si c'est biologique, ben, c'est trop cher. Donc, il y a parfois là où des gens jouent sur les mots. C'est-à-dire, par exemple, quand ils vendent du vin bio ou qu'ils vendent d'autres produits bio, ils ne vont pas sur le produit indiquer que c'est bio. C'est illégal. Par contre, sur les supports marketing, ils vont dire ce produit a la mention bio européenne. Et ça, c'est légal. Et ça, on peut dire oui, de dire moi, mon produit en Europe, il est bio européen sur la plaquette marketing, etc. C'est possible. Mais il ne faut pas que sur l'étiquetage, il est marqué bio. Et là-dessus, justement, sur le vin ou certains produits, il y a ce jeu. Justement, de ne pas mettre le bio sur les produits, mais de le mettre sur les autres arguments marketing. Alors, il y a une... dans la discussion, il y a un long commentaire d'une personne là, qui en fait explique donc sa démarche, ce qu'il a fait en Chine. Et donc, il écrit à la fin qu'il aimerait prendre conseil
auprès de vous, Geoffrey. Donc, je vais noter son nom, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de question spécifique, hein, mais je vais noter son nom pour pouvoir vous le transmettre après. Mais on verra, il n'y a pas de souci. Et sachez qu'il y a des produits aujourd'hui, tout est question d'effort et de patience. Certains produits ne sont pas connus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. Il suffit juste de trouver le bon intermédiaire et la bonne personne qui est prête à y croire et à vous aider à réussir. Il faudra prendre le temps, être patient, justement, de réussir. C'est plus risqué, ça prend plus de temps, mais en même temps, si ça marche, c'est là où vous faites le plus de résultats. Ok. Parfait. Mais il me donne son email, c'est très bien. Je passe à la slide d'après. Oui, allez-y. Bon, rapidement, les étiquettes. Alors, forcément, il y aura besoin d'adapter vos étiquettes. Justement, il faut bien comprendre tout ce qui est non chinois doit être plus important que non occidental. Justement, en termes de taille de caractère, qu'il y a des exigences sur ces derniers, qu'il y a une exigence sur présenter les ingrédients dans un ordre décroissant du plus vers le moins. Justement, en pourcentage, il faudra aussi indiquer le nom avec l'adresse de la société produisant ces produits, le nom du distributeur en chinois. Il y a voilà, quelques critères qu'on vous montre, le poids en grammes obligatoire. Alors là, il y a marqué en OZ parce que c'est un produit américain, mais ce sera officiellement en grammes, en poids net dedans, qui sera un fichier. Il y a une taille de police de caractère aussi exigée. Donc il y a plein de petites règles comme ça qui existent. Quand est-ce qu'on le sait? Alors, il faut se préparer à l'avance, il y a forcément un moyen de s'y préparer, mais toutes les étiquettes seront testées avant l'importation. Ce qui se passe, c'est que vous donnerez dans vos produits votre certificat d'origine, entre autres, votre certificat sanitaire, vous allez donner votre packing list et vous allez vous donner les étiquettes, justement, qui seront préparées de cette manière-là en PDF. Et l'importateur, justement, va prendre le temps d'aller faire valider ces pièces en avance pour voir que le contrôleur soit en accord et valide ces dernières avant de pouvoir accepter vos produits en Chine et de les écouler. Donc il y aura un contrôle là-dessus. C'est très important, entre autres pour le lait infantile. Pour tous les produits, mais le lait infantile, c'est particulièrement sérieux, surtout qu'il y a eu des changements récemment où avant, les gens mettaient des drapeaux français un peu partout, jouer sur le côté produits français, ils mettaient aussi des photos de bébés, d'enfants, etc. Il y a un gros changement sur la publicité en Chine qui a beaucoup limité ça. On ne peut plus montrer le drapeau, on ne peut plus montrer le côté jeune mère de famille, le côté un peu trop sain. Il y a un encadrement des règles justement sur les étiquettes, en particulier pour les infantiles. Je vois pas de questions. On arrive à la fin de la présentation. Donc, alors, est-ce que des personnes ont des ah voilà, questions. Dans le cas d'importation de vin, par exemple, l'étiquette devra apparaître en chinois, en français ou les deux? Alors, en chinois obligatoirement, vous pouvez mettre les deux, mais forcément l'arrière sera tout en chinois. C'est vraiment sur la partie justement nutritionnelle, etc., descriptive du produit en fait. Ça sera forcément en chinois. Le devant, l'étiquette traditionnelle, le château, etc., là, vous ne touchez pas. C'est vraiment l'arrière. Vous avez deux façons de faire. Je sais que des vignobles vont parfois, après l'embouteillage, mettre une étiquette très jolie, préparée. D'autres, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement récupérer leur produit original et coller une étiquette par-dessus l'étiquette originale en chinois. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez été peut-être extrêmement clair, Geoffrey, il n'y a pas de questions spécifiques. N'hésitez pas. Hein. Alors moi, j'ai peut-être un décalage en plus, parce que je sais qu'hier, les questions étaient arrivées d'un coup. Alors. Excellent webinaire, merci. Ce n'est pas une question, mais c'est un remerciement. Donc pour vous, Geoffrey.
Merci à vous. Alors, pensez-vous, s'il vous plaît, à rentrer dans le détail des documents sanitaires nécessaires? Alors, sur les documents sanitaires, comment dire, c'est spécifique à chaque gamme de produits. Je vais vous donner peut-être l'exemple des produits de la mer. Généralement, déjà, votre produit va devoir être sur la liste officielle des entreprises de transformation qui ont le droit d'exporter leurs produits vers la Chine. C'est un processus très spécifique qui risque de durer bien 1 an, voire parfois plus, pour pouvoir être sur cette liste officielle. Si vous n'êtes pas dessus, si votre produit voilà, dit qu'il vient de là, vous ne pourrez pas, le produit ne passera pas en Chine. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, vous allez, une fois que voilà, ça c'est le plus dur, et une fois que vous aurez fait ça, vous allez donc faire votre packing list, faire, etc. Et vous allez obtenir un certificat sanitaire qui est généralement émis par les autorités françaises locales, ainsi qu'un certificat d'origine. J'insiste sur les produits de la mer parce qu'on me dit il faut que ce soit le même pays qui les émet. Si vous me dites je transforme mon produit en France, mais mon élevage de poissons, etc., est en Norvège, le certificat d'origine de Norvège. Non, il est de France. Par contre, vous allez mettre produit, il y a une case spécifique qui est dédiée justement aquaculture en Norvège. Mais le certificat d'origine est français et le certificat sanitaire émis par souvent, si je me souviens bien, c'est les chambres de commerce, etc., qui les émettent, et justement local. Ça, c'est la première chose. Il y aura ensuite souvent sur les produits de la mer des tests sanitaires particuliers à réaliser. Sur la présence ou non de parasites, de métaux lourds, de différents éléments. Et ça, justement, ça évolue sur les gammes de produits. Là, je parle du produit de la mer, ça sera différent pour le canard, ça sera différent pour le bœuf. Donc là, il faut vraiment voir par chaque catégorie. Là, Ces tests, c'était principal, enfin là, c'était précisément du coup les produits de la mer, la question que j'ai demandé, c'était d'accord. ça. D'accord. Et bien, sur les produits de la mer, justement, alors normalement, ce qu'il y a avant envoi d'une marchandise, il y aura test d'un échantillon de la chaîne de production. Il faut vraiment prouver que les produits que vous allez envoyer viennent du même élevage. En gros, les poissons que vous allez faire tester, c'est les mêmes poissons qu'on retrouve dans ce lot de produits que vous allez envoyer, dont vous préparez la commande. Ces produits vont être testés alors officiellement en Chine, à travers un laboratoire, mais vous aurez beaucoup de laboratoires existants, hein. Je pense que vous les connaissez tous, Bureau Veritas, etc. Ils existent tous, qui justement vous aident à tester ces échantillons-là, vous donnez officiellement le rapport qui dit qu'il n'y a pas de problème et que vous allez donc rajouter à vos pièces lors de l'envoi à votre importateur chinois. Donc, et ceci doit être fait voilà, à chaque fois que vous allez faire rentrer une gamme de produits en Chine. Là, ce sont principalement des coquillages cuits, donc c'est ce qu'elle dit. Voilà. Mais sur les coquillages cuits, alors comme j'ai dit, là, il faut que je Ouais. regarde les aliments là-dessus, si c'est spécifiquement autorisé ou pas, parce que le cru, oui, cuit, là-dessus, il faut que je me regarde, parce que ça n'arrête pas d'évoluer. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura des tests là-dessus. D'accord. Donc j'ai noté, je vous donnerai également le contact Geoffrey pour discuter de ce point-là. Il y a une autre question, y a-t-il une différence entre les étiquettes des produits pour grossistes et celles des produits destinés aux consommateurs? Alors, non. Enfin, euh, plutôt sur l'aspect marketing, on va dire, justement, je vous avais évoqué le cas du lait avec les drapeaux, etc. Forcément, le packaging pour les grossistes sont très différents, mais on reste toujours sur le point net, sur justement les ingrédients, nom du producteur français, adresse du producteur français, etc. Donc, la vaste majorité des éléments restent quand même assez similaires là-dessus. Très bien. Ensuite, les algues ou ingrédients extraits des algues sont considérés comme produits de la mer. Donc, c'est une question. De ce fait, ils subiront le même processus que vous venez d'exposer. Alors oui, ce sont des produits de la mer, ce sont des viennent de là. Il y a des tests de contrôle, oui. Est-ce que ce sont les mêmes? Non. De mémoire, ce ne sont pas les mêmes tests, surtout qu'il faut voir si les algues ont été séchées, transformées.
parce que parfois, je pense que la spiruline, parfois ça a été un peu transformé pour ensuite utilisé dans une forme d'alicament. Donc, ça peut avoir un impact là-dessus. Il va falloir aussi regarder la zone d'origine. Mais ça sera, s'il y a test, ça ne sera pas forcément sur les mêmes points de contrôle. Non, peut-être moins. D'accord. Donc, j'espère, Manuela, qu'on a répondu à votre question. Ensuite, alors je les prends au fil de l'eau, mais j'essaie de les prendre plus ou moins sur le même thème. Quels sont les principaux pays concurrents ou entreprises dans les 4 principaux postes que vous avez mentionnés, seafood, meat, dairy? Alors, quels sont les principaux pays concurrents des entreprises? Seafood, meat, dairy. La viande, les États-Unis. Fortement, très fort. Les Américains, en plus cette année, sur les principaux salons, le porc américain est venu en force, surtout que la Chine est devenue plus flexible sur le porc américain très récemment. Donc, parce qu'ils produisent en masse, ils font de la grosse quantité. Donc, forcément, là-dessus, les Américains sont très forts. Les produits de la mer, vous aurez encore une fois Amérique du Nord, mais vous aurez aussi à la base beaucoup Australie. Même si aujourd'hui, l'Australie, ça s'est très mal passé. Ils sont en guerre économique avec les Chinois et ils la perdent à plate couture. Donc le Chili et d'autres pays ont pris la relève. Parce qu'en particulier le Chili, sur certaines références, ils n'ont pas de tarif de douane. Ils sont à 0%. En particulier le vin, par exemple, et d'autres produits. Donc ça fait qu'ils ont un avantage tarifaire à l'importation, ce qui les rend assez forts. Sur le laitier, le dairy, l'Europe. France, Pologne, vraiment le dairy. Les Australiens étaient très très forts là-dessus, mais justement, encore une fois, bataille avec la Chine. D'accord. Et donc, c'est Bernadette qui pose la question. Pouvez-vous citer d'autres atouts de la France, hormis savoir-faire, qualité et notoriété? Est-ce qu'il y a C'est déjà d'autres pas choses? mal. Déjà... Oui, c'est vrai, c'est déjà pas si mal, certes. vous avez un savoir-faire, une bonne qualité, une grande notoriété, vous avez déjà fait un très très bon travail. Alors, il n'y a pas de tarif, justement, généralement, sous les tarifs, ce qui est douanier, etc. Là-dessus, il n'y a pas d'avantage généralement en France. Mhm. On reste assez, voilà, on est soumis aux mêmes compétitions que beaucoup d'autres pays là-dessus. Donc, c'est déjà, on va dire, l'une des choses aussi que les Français, on va dire, sont assez bien, c'est qu'ils accentuent beaucoup sur la chaîne du froid, que les Chinois de plus en plus essaient de devenir performants. Donc, c'est quelque chose qu'ils font très bien. Enfin, qui commence à faire de mieux en mieux. Donc là-dessus, c'est vraiment une force. Je dirais pas forcément les quantités, parce que généralement en France, on n'est pas sur les élevages ou les dimensions du système américain qu'on peut retrouver, ou alors en Amérique latine, où on élève les vaches en bataille. Là-dessus, justement, on est sur de la qualité, on n'est pas sur du volume. En tout cas, pas les mêmes. Mhm. Une question sur... oui, pardon, Soisic, oui, j'ai peut-être mal tapé, hein, j'essaie d'aller vite. Mais oui, donc on va vérifier pour les coquillages cuits. Et une autre question concernant les tests. Cela concerne-t-il tous les produits? J'importe par exemple un Château Margaux à 5 000 € en Chine. Si je dois prévoir une bouteille pour leur test est-ce que je dois prévoir une bouteille pour leur test en laboratoire? Là, non. Non, ça va. Pas sur le Margot. Non, c'était surtout les produits alimentaires, viande, poisson. Le Margot, non, pas sur le vin. Là-dessus. D'ailleurs, la situation du vin, les Australiens, ça devient très compliqué. Ils sont en train de perdre leur marché. Ils l'ont perdu, pratiquement. Et c'est les Chiliens qui vont sans doute en bénéficier. Les Chiliens, d'accord. Sur le marché des snacks, on nous dit que les Chinois n'aiment pas les produits trop sucrés. Or, vous nous dites que c'est selon les zones. Une gamme salée serait-elle stratégique? Alors, oui, c'est sur les zones. Alors, attention, on vous dit sucré. Oui, déjà, premièrement, les Chinois boivent plus sucré qu'ils ne mangent sucré. Déjà. Ensuite, sur le snacking, c'est sûr que le snacking salé et crevettes, chips, etc. est très, très présent. Ça marche beaucoup. En plus, le snacking en Chine est très culturel. Il y a toujours cette volonté d'un petit peu grignoter. Comme je vous disais, traditionnellement, c'était les noisettes,
les noix, les graines de tournesol, ce côté un peu grignotage, décortiquage qui est rigolo. D'ailleurs, l'une de leurs plus grandes marques de snacking, on va dire, qui est dédiée à ça, c'est une marque qui s'appelle Les Trois Écureuils. Ça vous montre vraiment le côté culturel du grignotage, du décortiquage qu'ils apprécient. Mais il se diversifie de plus en plus et vous aurez par exemple des algues séchées. Vous allez aussi trouver des pâtes de poulet conditionnées en petits sachets individuels, des œufs, du tofu, etc. etc. Le snacking est très très large. Au-delà de ce qu'on pourrait penser aux bonbons, etc., là on est vraiment sur des choses salées très développées. Il y a même aujourd'hui du snacking, je vous le dis, pour les animaux de compagnie. Ah oui, on en parlait tout à l'heure de la Voilà. place des animaux de compagnie chez les Chinois. Aisé, je suppose, du coup, quand même. Voilà. Alors, un mot là-dessus, le marché de la nourriture pour les animaux de compagnie, chiens, chats, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, bon, les furets, tout ça, non, on les met de côté. Hein. On n'en est pas là. Mais chiens, chats, c'est démentiel. Entre 2014 et 2019, la croissance du marché, c'est plus de 133%. Et les gens, la majorité des produits que vous trouvez, en tout cas, plus de 60% des parts de marché sont tenues par des marques étrangères. Généralement américaines, canadiennes, néo-zélandaises. Et ça, c'est l'alimentation, mais il y a aussi le côté snacking pour les animaux, qui deviennent des petits poissons pour les chats en sachet pour donner aux chats. Des oisillons, des bébés oiseaux qui ne sont pas développés, qui ont été séchés et qu'on donne à manger aux chats. Comme ça, il y a du calcium dedans avec les os. Il y a beaucoup de choses, c'est très très diversifié. Donc ils mangent bien. Enfin, Ils mangent mieux que nous. Bon. Parce qu'il y a même du traçage qui est fait maintenant à travers des applications. On peut suivre le traçage de la boîte de conserve que vous lui ferez manger jusqu'à la Nouvelle-Zélande, qui vous dit comment ça a été fait, etc. Voire même la concentration justement en protéines, en lipides, en eau. Parfois, même, on va vous expliquer que l'élevage s'est fait de façon biologique, enfin, pour votre animal de compagnie. Il y a un vrai marché du luxe là-dessus. Très très fort. Je tape juste rapidement une réponse à Swazik. Et je vais lire la dernière question, alors qui est un peu en décalé, mais c'est important quand même. Alors, il semble que plusieurs expatriés rentrent en France en raison du Covid et du renforcement des contrôles sociaux à tout niveau en Chine. Est-ce un phénomène passager ou durable et cela va-t-il impacter le business? Alors, c'est vrai que beaucoup de Français sont rentrés. Alors, ils sont rentrés pour deux raisons. Au-delà du Covid, il y a déjà eu les échecs, on va dire le retrait des acteurs traditionnels de Carrefour, Auchan, donc beaucoup de Français sont rentrés de là. On a aussi Renault, on n'est pas sur l'agroalimentaire, mais qui aussi a arrêté le marché chinois et rentre. Donc, il y a eu une vraie claque auprès de certains des gros acteurs français qui fait que des expatriés français sont rentrés. Ensuite, si tout bêtement, je pense que ça va au-delà de tout ce qui est agroalimentaire. C'est que un employé chinois, aujourd'hui, n'amène pas les mêmes problématiques qu'un employé occidental qui, justement, va à des problématiques de visa, à des problématiques de langue, à des problématiques très variées, de sécurité sociale, etc. Un Chinois, c'est son pays, il est intégré dedans, c'est très facile à gérer. Et en plus, ces employés chinois parlent 3 langues. Ils vont vous parler mandarin, ils vont vous parler anglais parce qu'ils ont peut-être fait leurs études à Londres. Ils vont vous parler français parce qu'ils ont fait un nombre d'échanges à Lyon ou à Paris. Ils reviennent avec un niveau, mais pratiquement bilingue. Ils vont vous parler un dialecte comme le shanghaïen ou le cantonais. Et ils vont vous coûter moins cher qu'un occidental qui va baragouiner le mandarin et qui, à la rigueur, parle anglais. Donc, si vous sortez, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a aussi un changement là-dessus du marché de l'emploi, de façon générale. Vous êtes quelqu'un de très expérimenté dans une industrie, etc. Il n'y a pas de souci, oui. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui du petit genou français qui vient de sortir d'études, qui ne parle pas le chinois en Chine? Non, il y a de très bonnes écoles d'ingénieurs ici. Il n'y a pas besoin de faire venir un Français pour ça. Donc forcément, il y aura un impact là-dessus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas relier la consommation de produits alimentaires à la communauté. Il ne faut pas vendre du fromage français aux Français. Il faut
faire l'éducation et amener le fromage français sur l'assiette des Chinois, à travers des restaurants peut-être français, à travers d'autres façons pour qu'ils découvrent le produit. Pas essayer tout de suite de leur vendre en supermarché. Là, les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas acheter. Mais s'ils commencent déjà à le découvrir à travers le restaurant, oui, peut-être certains vont l'apprécier et donc vont pouvoir, après plusieurs années d'éducation et de découverte, peut-être le consommer de plus en plus dans des plateaux froids, de charcuterie et de fromage, et peut-être un jour à la maison. Mais il ne faut pas espérer vivre uniquement de la communauté occidentale pour faire ces ventes de produits étrangers. Très bien. J'espère qu'on a répondu à votre question. Alors, je ne vois plus de questions, donc on va pouvoir, on a dépassé un petit peu en temps, mais ma foi, c'était intéressant. Donc, on ne va pas couper quand c'est intéressant et quand il y a encore des questions. Donc, j'espère que ça a répondu à toutes vos problématiques. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans le questionnaire qui va suivre après ce webinaire. Je vous indique ici les contacts donc, de chez BCI, donc Éric Boulan, le chargé d'affaires agroalimentaires, et le mien. Cette présentation vous sera donnée après. Hein. Vous avez ensuite les contacts BCI en CCI territorial. Donc voilà, vous pourrez retrouver cette slide également après dans la présentation. Le contact ici de Geoffrey, qui vous sera également mis à disposition dans la présentation. Alors, je vois une question. Non, c'était peut-être juste un merci. Vous avez répondu, Geoffrey, Oui, c'est un directement. commentaire, c'était un petit commentaire. D'accord, Merci. ok. Donc, je vous remercie pour votre attention à tous pour cette semaine Chine donc, qui se clôture aujourd'hui. Merci Geoffrey pour toutes ces informations et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le questionnaire. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour y répondre. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous. Merci. Et espérons vous voir en Chine. Oui, peut-être bientôt. Enfin, pas tout de suite, mais on ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.